Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de notre rédacteur d'Endurance Ma, groupec.fr, classicauto.fr. Il est partout, mais surtout il est au Mans, mon cher Geoffroy, salut. Salut Anthony, toutes les semaines, tous les jours presque. C'est vrai. On Non, enchaîne on a une petite pause là parce que André Oui, Lotard est non. sorti avant-hier, bon. Oui, non, ça, on a calmé le jeu. J'espère qu'on va pas avoir ce rythme toutes les semaines parce que moi je veux pas tenir quand même. Alors moi j'espère l'avoir ce rythme toutes les semaines, ça voudrait dire qu'on fait ça à temps c'est complet vrai, c'est vrai, et qu'on vrai. soit évidemment une référence des podcasts de l'endurance. C'est vrai, t'as raison. En tout cas, on en est au 66e numéro. Non, pas 166e, c'est un petit Ça peu arrivera, trop. ça arrivera. Peut-être, Ouais. j'espère bien en tout cas, on est motivé. D'ailleurs, qu'il faudra encore avoir quelques années devant nous. Mais 66e numéro de notre podcast, quand tu te souviens que l'année dernière, on faisait le 20e, je crois, pour présenter les 24 heures du Mans. Ah oui. C'est vrai que ça passe hein, et on en est heureux parce qu'on va tout vous dire, en tout cas avec les infos qu'on a, sur l'édition 2025 des 24 heures du Mans, cette 93e édition. On a attendu un petit peu, on avait parlé un peu de la liste il y a quelques temps, mais on a attendu et finalement je crois qu'on a bien fait parce qu'il s'est encore passé des choses bien au niveau de la liste des engagés pour cette épreuve du championnat du monde d'endurance de la FIA, quand même on peut le dire. Un championnat du monde qui fait escale en France, on en est content en ce mois de juin, la 24e semaine de l'année, ça on le dit, c'est classique, mais j'aime bien le rappeler, évidemment. Et dans l'Endurance Club, on le sait, vous le savez, on va vous donner des chiffres, des petites infos, insolites ou pas, des statistiques qui vont vous permettre de mieux connaître encore le monde de l'endurance qui nous fait tant vibrer. Et cette saison 2025 qui semblait plutôt aller en direction de l'Italie au niveau des trophées avec Ferrari, va-t-elle continuer à être plutôt dominée par les rouges? Oula. Tout de suite, question Tout de directe. suite. Je veux la réponse, monsieur. Mon favori tout de suite. Alors, j'ai quand même tendance à me dire que ça bouclerait une boucle d'avoir 3 victoires de suite Ferrari, tu vois. Il pourrait amener la coupe à la maison, comme on dit. Ouais, et c'est... en vrai, ça me déplairait pas. Je trouve que ça, tu sais, sous l'ère hybride, les débuts de l'ère hybride, il y a eu comme ça un enchaînement. Audi en a fait 3, 12, 13, Non, 14. 14, après 15, c'était Porsche. Oui, c'est ce que je te dis. Audi a fait 12, 13, 14 en Ah, pardon. hybride. Porsche a fait... faut écouter, monsieur. Oui, bien sûr. Porsche a fait 15, 16, 17 et Toyota a fait 18, 19, 20. Bon, après aussi, mais en tout cas, il y a eu 3, 3 et après Toyota. Ah, Et intéressant. ouais, il n'y a jamais eu un coup Audi, un coup Toyota, un coup Porsche, tu vois, inversé. C'est vraiment par période de domination, on va dire. Audi qui était dominateur normal du début de l'hybride parce qu'ils étaient déjà depuis longtemps. Porsche qui est arrivé et qui a choisi le niveau de récupération d'énergie le plus élevé, qui avait la voiture clairement la plus ambitieuse, qui a pris le relais. Et puis Toyota après qui a récupéré des victoires, on le dit souvent, mais en tout cas qui avait une opposition qui était plus réduite et qui a pu dérouler ses victoires. Donc il y a une espèce comme ça de continuité. Et bah oui, clairement, la 499P, elle est ultra évoluée par rapport au LMDH. C'est une réalité. C'est une voiture qui est bien née parmi les LMH, en comparaison par exemple à l'Aston Martin qui n'a pas d'hybride, à la 9X8 qui n'avait pas d'aileron et qui, voilà. Ça me paraît très logique, en fait. Tu vois, Ouais, mais sur une sorte de l'exécution. continuité sur les 3 premières années. Ouais, ok, d'accord. Mais sur Et après, l'exécution, je à pense que l'opposé, Toyota peut être quand même et pas voilà, mal. et à l'opposé, je pense qu'on est depuis 2023, je pense que cette année, on est dans l'édition qui est la plus ouverte Oui. de ces 2-3 dernières années. Je suis d'accord parce que, comme on le disait dans l'épisode à l'issue de la journée test, eh bien finalement, on a des LMH qui sont un petit peu aidés, j'allais dire, ou pas forcément, mais en tout cas menacés par les LMDH. On a 4 constructeurs derrière qui se battent, donc ça peut être vraiment intéressant et on espère évidemment que cette édition des 24 heures soit intéressante en termes de spectacle et d'affrontement, comme c'est souvent le cas depuis maintenant quelques éditions. Faut rappeler quand même qu'on enregistre cet épisode avant que la FP1 ait lieu. Donc Oui, on enregistre sans avoir d'informations des essais libres, des qualifs, de l'hyperpole. Donc c'est aussi à contrebalancer. Peut-être que quand l'épisode va sortir, tout le monde va voir que finalement c'est Cadillac qui a mis 3 secondes à tout le monde et que c'est une hiérarchie totalement différente. non mais t'as raison de le préciser. Donc du coup, on va partir sur plusieurs scénarios possibles. Donc ouais, alors voilà, ça va être compliqué quand même pour Cadillac vu que Jenson Button a planté la voiture mercredi. Oui, c'est ça. On fait plusieurs On peut versions faire alternatives ça. du podcast. Alors attends, donc moi je m'y mets maintenant. Donc c'est vrai que pour eh bien cette édition, voilà, pour Toyota de remplacer au dernier moment Kamui Kobayashi par, Fernando Alonso, ah oui. c'est quand même c'était osé, mais bon d'accord. Je vais partir là-dessus. Bon. Non, bah oui, effectivement, on enregistre avant. Tu fais bien de le préciser avant que ça roule. Mais moi, je trouve que c'est pas plus mal. Comme ça, on va pas avoir notre jugement altéré C'est vrai. par les
ça va rendre notre pronostic que plus beau. Oui, s'il est bon. Alors l'année dernière, moi je m'étais planté parce que j'avais fait un bel article. Pourquoi Porsche va gagner Le Mans? Bah voilà, j'avais mes arguments, ça s'est pas produit. Cette année, ça peut peut-être le faire parce que depuis le début de saison, ils sont pas là, pas très présents. Attends, ils ont l'air vraiment très confiants, hein, les pilotes Porsche. Je sais pas ce que t'en penses. Eh ben, j'ai eu aujourd'hui, figure-toi, un éclairage assez sympa avec Nicolas Pasquale qui bosse avec l'Automobile Club de l'Ouest, qui est rédacteur, hein, qu'on avait eu dans ce podcast en invité. Oui, tout à fait, dans le classique. Ouais, exactement, et qui s'est vraiment intéressé beaucoup à la technique et aux voitures et au développement aéro, etc., etc. Et il m'a un peu décrypté le truc en me disant, mais la Ferrari notamment, elle a, en fait, on a eu la chance de la voir de près ce matin, comme peut-être vous l'avez eu au pesage en la voyant. Elle a des appendices aéro de partout, des petits bouts de carbone pour dévier l'air, etc. Elle fait ultra complexe par rapport, par exemple, à une Porsche 963 qui paraît presque basique. Et en fait, il m'expliquait que c'est normal. C'est parce que la Ferrari est tellement bien née qu'ils la ralentissent en ajoutant certains trucs qui freinent l'air ou qui guident l'air différemment, si tu veux. En fait, il la freine parce qu'elle pourrait aller beaucoup plus vite. Alors que sur les LMDH, ils ont moins ce truc. Les LMDH sont par nature peut-être en dessous de la fenêtre de performance et il faut les amener. Alors que les LMH de base sont limite au-dessus, tu vois, et il faut les rabaisser. Et je pense que c'est quand même plus facile d'avoir une voiture qui est de base plus rapide, que tu dois ralentir, qu'une caisse qui est moins rapide et que tu dois amener à une performance. Je comprends, ok. Tu vois ce que je veux dire? Après, je ne vais pas rentrer dans ce jeu de distinction LMH, LMDH, du genre, tu sais, la théorie du complot, une LMDH gagnera jamais Le Mans, parce que l'ACO veut favoriser les concurrents qui développent une LMH. Ça, j'y crois pas. Déjà, moi, j'y crois pas du tout. Parce que je pense que l'ACO serait très content que Porsche gagne. Ça serait oui, énorme. parce que ça ferait une 20e victoire. Ça serait énorme. En fait, que n'importe quel constructeur gagne. Hein, ouais, c'est donc, ça, c'est pas du tout une théorie à laquelle j'adhère. Par contre, il faut juste se rendre compte que oui, une LMH aujourd'hui est une voiture qui est beaucoup plus dans la philosophie historique des 24 heures du Mans. Une LMDH qui a beaucoup de composants standardisés. C'est vrai, c'est vrai. Il y a Dallara, par exemple, qui fournit des châssis pour plusieurs constructeurs. Bah, tu vois des points communs entre les voitures. Donc c'est normal qu'ils aient pas la possibilité d'aller chercher certains petits dixièmes. Enfin, chez Toyota, par exemple, pour moi, c'est vraiment le constructeur, parce qu'on parle de Ferrari et Toyota. Pour moi, c'est le constructeur qui a le mieux la main sur sa voiture et qui peut décider exactement ce qu'il fait. Ils ont tellement tout développé, même dans le choix des matériaux. En fait, c'est un peu logique que ce soit eux qui soient devant, quoi. Je pense aussi, et c'est vrai que j'arrête pas d'en parler là depuis quelques semaines, voire même quelques mois, sur l'exécution, ils sont quand même solides parce que même depuis le début de saison où leur voiture, sur un tour en tout cas, ou en qualification, en hyperpole, n'a pas forcément montré des choses exceptionnelles, ils arrivent quand même à sortir de situations à la stratégie justement pour se placer à 4e, 5e, 3e. Ils sont quand même toujours là, quoi. Ils sont toujours là, ils sont toujours menaçants. Tu peux pas te dire ils sont 7e, ils reviendront pas. Non, en fait, ils peuvent revenir tout le temps. Et puis deux très beaux trios. Moi je trouve aussi qu'il faut le noter dans l'équipe Toyota. Quand tu as Conway, Kobayashi, De Vries, alors déjà tu as les jockeys dans cette voiture. Donc pour le poids par exemple, du coup après en avoir parlé avec André Lauterer, je me suis renseigné. Je pensais que c'était 80 et c'est 78 en fait la moyenne des... Oh, c'était pas ça au début, si? En tout cas, maintenant c'est 78. Je crois que dès le début. Vous voyez qu'on était un peu au-dessus. Je me souviens d'un 80 ou 82. Et donc, parce que j'avais dit que c'était facile à atteindre, entre guillemets, quand tu étais athlète de haut niveau. Et tu vois, là, on commence quand même à descendre. 78, sachant que c'est casqué, habillé, etc. Hein, c'est pas, donc ça commence à être un peu plus compliqué, je pense, pour certains. Et donc, cet équipage jockey, évidemment, peut jouer un peu aussi avec le poids qui est rajouté. Et on va dire que quel que soit le pilote, finalement, on arrive à ces 78. Alors que certains qui sont plus grands, et donc forcément un petit peu plus lourd, ont cet handicap de poids compensé si tu es avec un pilote plus petit. Et puis au niveau de la performance, moi je trouve qu'un Buemi, Hartley, Hirakawa c'est aussi solide. Allez, je dirais quand même que le japonais est un tout petit peu moins solide. Il est rapide, mais peut-être c'est moins l'assurance vie que Hartley ou Buemi, mais ça va vite. Hein, ou que Nakajima en son temps, quoi. Ouais, exactement. C'est vrai que Nakajima était pas mal aussi. Mais en tout cas, je trouve que c'est deux beaux trios. Et il y en a deux autres beaux trios aussi, c'est chez Alpine. Hein. Franchement, je trouve que c'est intéressant. Non, mais c'est vrai, quand tu as Paul Louchatin, Charles Minesi et Ferdinand Habsbourg, quand tu as Fred Mako qui est arrivé et qui a apporté toute son expertise avec Mick Schumacher et Jules Gounon, je trouve que c'est vraiment enthousiasmant aussi. Alors après, chez Ferrari, on les connaît, hein, les trios, mais... Ouais, sur Alpine, j'ai une petite préférence pour la 36 parce que tu es sur du pilote Platinum, là où tu es quand même sur un trio de Gold sur la 35. Alors,
des Gold plus, hein, on est d'accord. Paul Louchatin, Ferdinand Habsbourg et Charles Milesi, ça va vite. Mais puisqu'on est dans l'épisode des forces en présence. Ils ne sont que Gold, c'est Ouais, vrai. ouais. Puisqu'on est dans l'épisode force en présence et prendre des paris aussi, bah, clairement, oui, je pense que c'est quand même plus la 36 qui va être devant. Et d'ailleurs, enfin, non, il n'y a pas que ça qui explique les performances pour l'instant de la 35 qui est toujours derrière la 36, mais je me dis, mais ça fait partie de l'ADN du programme Alpine, tu vois. Ils sont en hypercar, mais ils n'ont pas des équipages full platinum pour plein de raisons, par fidélité à certains pilotes un peu historiques de la maison, parce qu'il y a aussi ce côté un peu pilote qui ramène du budget, etc. Enfin bref, il y a plein de choix qui expliquent ça, mais du coup, je pense que ça peut peut-être être la faiblesse chez Alpine. D'accord. Mais la 36, moi je la vois ferrailler devant, je l'ai dit l'autre jour. Mais moi, je vois bien la 35 devant aussi, quand tu vois je pense qu'un Mais- Paul Louchatin va faire l'hyperpole, voilà, je me oui, mouille. oui, bah, il avait déjà eu une hyperpole Ouais, bien sûr. en LMP2. Oui, non, mais clairement, je pense que ça va aller chercher. Tu crois que c'est Paul Louchatin qui va la faire et pas Charles Milesi? Je sais pas. Bah, on saura, enfin, Oh, les gens ouais, le sauront ouais. quand ils nous écouteront, mais moi, je parie sur un Paul Louchatin. Franchement, en forme, ça peut le faire. Mais j'ai vraiment le sentiment que ça va ferrailler, ça va être devant. Bah écoute, la 35, j'aimerais aussi, hein, parce que je fais le. On fait le difficile. Ouais, je fais le difficile, exactement. Je pense que c'est quand même plus la 36 qui a des chances d'être devant, mais les deux, vraiment, je pense, vont jouer. Je dis Alpine, après 6 heures de course, c'est top 5, quoi. Ouais, ça c'est tout à fait possible. Alors Ouais. après, c'est vrai qu'à lors de la journée test, on n'a pas pu trop prendre d'indications parce que je pense qu'il y en a pas mal qui ont caché leur jeu et je pensais notamment à Cadillac qui prenait pas trop les vibreurs, qui était Oui. pas trop. Oui. Je parle des Jota par contre, hein, pas trop rapide en vitesse de pointe. Quand t'as un Fred Vesti qui lui avec la Cadillac Willen fait 344, les autres voitures sont plutôt aux alentours de 338, 339 quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, il n'y a que 8 pilotes qui sont allés au-dessus des 340. Là, j'en ai test. Donc, oui, ils sont beaucoup plus nombreux à pouvoir le faire, hein. Voilà. Clairement. Et puis, ouais, la journée test, c'est vrai qu'on a vu des trages un peu différentes. Là, on peut plus trop se cacher. J'arrive pas à. Je sais pas comment expliquer, mais j'arrive pas à savoir quelle va être la hiérarchie, tellement ils sont proches. C'est vrai. Mais tu sais, c'est marrant, je me répète, mais Ah, il va quand même falloir qu'il y ait une hiérarchie, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir des égalités. Enfin, il va quand même falloir un moment qu'il y ait, je sais pas, une Cadillac 16e, une Alpine, je dis n'importe quoi, 18e, enfin. Mais elle peut être que à 18 secondes de la tête, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense qu'on va vraiment être dans cette logique de tir groupé où la position, en fait, on s'en fout parce que ils vont vraiment être très proches. Tout à fait. Et ça peut jouer dans la voie descendante. Non, mais c'est vrai, parce que, a priori, je dis bien a priori, on n'attend pas de pluie pour la course, ou en tout Ouais. cas de ça fait très bien, très faible passage. Ça ferait partie des rares Ouais. éditions finalement à se dérouler que sur le sec. On non dit tout le temps, au Mans, il pleut tout le temps, un peu, la nuit, ou il y aura peut-être un mini-épisode, mais ouais, ça serait bien qu'on ait des conditions sèches. Ça limite le risque de sortie de piste, et puis d'interruption, de full coursiero, de choses Ouais, comme ça, quoi. ouais. Enfin, des sorties de piste sur petite erreur d'inattention, mais après, on peut aussi se sortir de la piste parce qu'on est à l'attaque, non Ah oui, Ou non, dans mais le trafic. clairement. Non, mais clairement. Mais bon, c'est quand même mieux d'avoir des conditions sèches. Et puis, ça donne une meilleure lecture de la course aussi. Tu sais, quand il y a eu cette fameuse. Bah, c'était l'année dernière ou 2023, je sais plus, dans 2024. Avec quasiment après 1 heure ou 2 de course, il faut mettre des pneus pluie ou pas. Oui, c'était Bah, l'année dernière. ouais, voilà, avec la 83 qui a émergé en tête parce qu'ils avaient fait le bon choix de rester. Enfin, Alors que Porsche l'avait pas fait, ce bon voilà. choix. C'est très intéressant, mais ça complexifie déjà la course dès le début. Si on peut avoir un truc un peu plus lisible, mais quand même qui reste de roue en roue, ça, je commande ça, moi. On prend, Ouais. ok. En tout cas, on rappelle hein, que cette épreuve du Mans, c'est ce que je disais, est la 4e Elle dure manche de la 24 heures. saison. De quoi? Elle dure 24 heures. Elle dure 24 heures, on le précise, donc Non, mais- ça veut dire quand même que c'est 2 fois 12 heures. Ouais, mais. Ok. Ah, on est là pour donner les chiffres, on l'a dit. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on en est à la 4e manche de la saison, donc une saison qui évidemment est importante aussi. On a quand même Ferrari qui domine avec 75 points pour la Ferrari numéro 51. Tu as 57 points pour la 50 et tu as ensuite 39 points pour la 83 parce que oui, les 3 Ferrari sont en tête du classement général. Quand tu vois l'écart au championnat, les points pour une course du Mans, c'est 50 points hein, pour le C'est ce vainqueur. que j'allais dire, si Ferrari gagne, le championnat est quasiment plié, quoi. Bah, j'ai un peu peur de ça, donc à Ouais. voir ce que ça va donner. Je pense que Toyota sera dans le coup et donc bah,
on a ce scénario que l'on attend, donc justement avec des équipages et des équipes qui peuvent donc tirer leur épingle du jeu. Pour continuer sur Toyota, et puis surtout parce qu'on s'était posé une Ouais. question justement, ils ne sont plus dans les box 1 et 2. Alors, est-ce qu'on a une théorie Les box 1 et 2, donc on rappelle, c'est quand tu arrives dans la pit lane, ce sont Oui. les premiers dans lesquels tu peux. Historiquement, c'est un peu ça, parce que Peugeot les avait aussi avant. Oui, tout à fait. C'est le box dans lequel tu peux, comme en Formule 1, ça se faisait beaucoup une époque, c'était un peu le box qui était recherché. Tu peux te jeter, c'est-à-dire que plutôt que de suivre la fast lane et puis de faire, vous savez, décalage à droite pour aller prendre son emplacement, bah, le premier, tu peux un peu plus couper, donc tu vas plus directement à ton emplacement. Tu peux peut-être gagner une petite seconde ou deux, quoi. Donc, et puis c'est plus facile pour les mécanos pour faire le tour de la voiture, pour manœuvrer. C'est pour ça qu'ils l'avaient. Oui, sauf que comme il y a Lexus qui s'est ajouté avec les box A et B, qui eux font partie de ces 61e et 62e stands, Ouais. bah forcément, tu peux peut-être plus faire ça. Donc peut-être qu'ils ont aussi réfléchi à se dire, ils se sont gênés aussi avec la Lexus LM GT3 et une Toyota l'année dernière. Alors que c'est la même maison. Exactement. Voilà. Donc, il y a peut-être eu cette réflexion-là. On s'est posé la question aussi, Geoffroy, en se disant pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de se mettre en haut de la pit lane. Ouais. Du coup, on va préciser, il y a donc les deux BMW de chez WRT, parce qu'eux adorent être à la sortie de la pit lane. Ouais. Ensuite, on a les deux WRT, mais LMGT3. On a la Ferrari de chez Kessel Racing. Ok. Et ensuite, on Les a deux les box deux Toyota. Alors, est-ce que tu as une idée de pourquoi? Alors, moi, je me suis dit... Moi, j'ai deux explications. Ah, Alors, il y en a une une théorie que j'ai développée tout seul, Ouais. et une autre où on m'a donné l'info. Alors, moi, j'avais pensé... Et je pense que les deux sont recevables. Ah, les deux sont recevables? J'avais pensé que c'était en termes de stratégie, parce que je sais que WRT aime beaucoup être vers le fond des stands, notamment pour bien sortir à l'issue des qualifs, t'es souvent bien placé. Oui, c'est vrai, il y a ça. Et je pensais aussi qu'au niveau des arrêts au stand, tu pouvais peut-être un petit peu, pas gêner tes adversaires, mais tu pouvais faire un peu à la manière de Ferrari, des unsafe release entre guillemets, et hop, tu passes quand même devant. Alors ok, tu prends 5 secondes, mais tu as quand même la track position et tu peux développer ton jeu. Donc je pensais à ça. Est-ce que toi, tu as une autre explication? Moi, mon explication, c'est que ils ont pris cet emplacement pour, si jamais, parce qu'il y a quand même un petit bruit qui court que ça va vraiment être très serré. Ouais. Ça pourrait aller, pourquoi pas jusqu'à une photo finish. Enfin, on est vraiment en train de se dire, ça va se battre jusqu'au bout. Attends, mieux qu'en 2011 alors, mieux que 13 secondes. Je sais pas, mais en tout cas, on sort d'une édition où il y avait 9 voitures dans le tour. Parce qu'il y a eu un safety car qui a duré une éternité. Mais notamment, mais bon, voilà, tu voyais ce que je veux dire. Je pense qu'ils se sont mis là aussi pour avoir un peu le choix du roi et se dire, ok, si vraiment on est à la fin roue dans roue, et il y a une inverse qui arrive, ou il y a, est-ce qu'on passe à un nouveau train de pneus pour finir le dernier relais de 40 minutes? Si on est au bout de la pit lane, on est derrière une Ferrari par exemple. La Ferrari va à son pit, à son box, elle s'arrête, nous on passe, le temps qu'on arrive à notre box, il y a peut-être 5, 10, 15 secondes de différence. Et ben on a le temps de voir ce que les copains de chez Ferrari vont faire. Est-ce qu'ils font le plein? Ils Est-ce qu'ils font font pas le l'essence, plein? ok. Est-ce qu'ils changent les pneus ou pas? Est-ce qu'ils prennent un risque en mettant des pluies ou ils restent en inter? J'en sais rien, mais en tout cas, puisque tu es plus en aval dans la pit lane, tu peux regarder ce qu'ils font. Ouais. Ils ont les écrans, ils suivent. Hein. Et donc, calquer ta stratégie ou au contraire te dire, ok, eux, ils n'ont pas mis de pneus neufs, et ben nous, on en met. Et comme ça, on va les rattraper. Je pense qu'il y a ce côté observation. D'ailleurs, c'est pas un hasard si WRT est juste à côté. Hein. Oui. WRT, moi, à chaque fois que j'ai côtoyé, alors peut-être que je dis une ânerie, vous me corrigerez dans les commentaires, mais j'ai des souvenirs d'aller aux 24 heures de Spa où WRT était le dernier box avant la sortie. Mais bien sûr, alors, mais c'est tout le temps. Box F1, ils étaient dans la partie F1, pas dans la partie non, mais c'est tout le temps, endurance. mais ça, je l'ai expliqué parce qu'ils savent en fait très bien qu'au moment de repartir, ils peuvent mettre gaz à fond. Voilà. Oui, aussi, il y a ça aussi. Il n'y a pas de calcul à faire avec un limiteur, un machin. Hop, ils partent tout de suite et ils sont pas gênés. Donc moi, mon explication, c'est ça. Et on m'en a donné une autre. Ah, parce que moi, celle-là, elle me plaît bien. Ouais, ben on m'en a donné une autre qui peut-être complète celle-ci. C'est qu'ils étaient un peu à l'étroit au niveau de l'arrière du box. Parce que, tu sais, alors pour nous qui accédons en salle de presse, au Media Center, on a une espèce de petit corridor et on longe en fait des installations Toyota. Et c'est vrai que depuis des années, ils accumulent un peu les bâtiments quand même. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont des motorhomes. Au début, c'était 1, puis 2, 3 étages. Enfin, en fait, ils ont quand même beaucoup de matos qui est dans un coin, tu vois, un peu engoncé, quoi. Et donc, apparemment, il y aurait aussi cette question un peu de logistique de se pas décloisonner, mais tu vois, de sortir de ce corner un peu là, et donc de se mettre un peu plus dans le working paddock central, quoi. Cela dit, c'est vrai que c'est très très grand en fait. Maintenant, on se rend compte, hein, surtout les stands qui ont été ajoutés après la tribune, tu peux... t'as plus d'air, quoi. Ouais, t'as plus d'air, et puis surtout, si tu veux, tu es vraiment avec des structures qui sont fabriquées
et où tu as l'impression déjà d'être dans un box alors que tu es normalement dans Oui, oui. un paddock classique, quoi. Et c'est vrai que de plus en plus d'équipes font appel à ça quand tu rentres, pour avoir la chance de rentrer, parce que évidemment comme on bosse pour l'ACO, on est un petit peu plus privilégié, et c'est pour ça qu'on peut vous donner des petites explications supplémentaires. Tu as l'impression d'être dans un stand immense en fait déjà. Tu as de la place pour mettre les parties de rechange d'un côté, les pneumatiques de l'autre. Enfin, c'est Ouais. vraiment très très grand. Tu peux avoir deux semis Ouais. de chaque côté, enfin, un pour les ingénieurs, un pour les pilotes. Donc voilà, il y a ces deux raisons. Je pense, en fait, je pense que c'est pas que une raison de logistique, parce que si c'était vraiment le fait qu'ils étaient un peu à l'étroit dans ce coin, ils s'en seraient accommodés, parce que c'est quand même un bon emplacement d'être au tout début de la pit lane. Donc je pense qu'ils y voient aussi un intérêt sportif. Toyota, ils font pas un choix uniquement pour leur confort. Il faut que ça soit aussi sportivement Je pertinent, pense quoi. aussi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'explication Non, officielle. bah J'ai parlé voilà. avec Bah, je pense certaines que personnes de chez Toyota. Ils disent, ah, non, pas de raison particulière. après il y a peut-être un côté superstition, tu sais, j'en sais rien. En vrai, pourquoi pas. Et puis il y a aussi, je pense, le fait de se séparer de Lexus, hein. Parce que, comme tu dis, ça peut vite arriver d'avoir un accident dans la pile. Ou, enfin, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Et de se gêner alors Ouais, qu'on fait partie du même bah oui. groupe. Il y en a déjà eu des cartons entre les deux en piste, hein. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas de constructeur dans ces stands 1 et 2 pour la première fois depuis très longtemps, je pense. Parce qu'à l'époque, il y avait Peugeot, là, il y avait Toyota. Bah non, c'est l'équipe Proton maintenant qui est Ah oui, avec au tout début, ok, c'est vrai. les LMP2 et la Porsche 963. Mais c'est même pas la Porsche hybride qui est dans ces deux premiers stands, ce sont les LMP2 de chez Proton. Ouais. De toute façon, j'ai jamais vraiment. Je pense que ça a apporté un avantage d'être dans ce premier box. Plus depuis que les deux autres stands ont été construits, ouais. Ouais, voilà. Après, par contre, il y a aussi ce côté quand même superstition, hein. Je Mais on pense n'aime que. pas trop être à côté d'un autre Ouais, et puis constructeur, en fait, je crois. quand tu reviens là, enfin, pour l'anecdote, quand tu reviens au moment, t'aimes bien aussi avoir tes repères. Enfin, anecdote qu'on a eue du coup l'autre jour quand on était avec André Lauterer chez Idexport. La façade de l'hospitalité de Idexport est une reproduction, moi je savais pas, mais ils ont reproduit la façade du bâtiment qu'ils ont au Oui, Castellet. tout à fait. Et même Stéphane Ival, qui travaille chez Idexport, nous a dit à l'intérieur, ils ont reproduit un peu l'ambiance qu'il y a. Ils ont une Ah, salle un peu comme ça, ouais, club, ouais. ambiance un peu club, tu vois, genre salle de détente, etc. T'as envie de reproduire, parce qu'on fait tous quand même un voyage, c'est pas une transhumance, mais enfin, tu vois, moi je Ouais. pars 10 jours, toi aussi. Bah moi je suis pas, moi j'ai pas reproduit chez moi ici. mais Moi t'aimes non bien. plus, parce que dans les conditions dans lesquelles je dors, Bon, je n'ai pas reproduit chez moi. mais on aime bien quand même avoir, si on peut retrouver du confort et ou en tout cas retrouver une récurrence d'une année à l'autre, je pense qu'on aime bien. Et donc les équipes aiment bien souvent revenir dans le même box. Tu te dis ah oui tiens c'est marrant. Tiens l'année dernière on avait mis ça ici. Alors les box sont tous identiques, mais quand même, tu sais tu te dis le matin quand tu y vas, tu refais le même chemin. Ok. Je pense qu'il y a quand même ce côté force de l'habitude. Et peut-être qu'il fallait C'est un casser cette confort. habitude alors. Et voilà, et peut-être que justement, ils ont eu envie de le casser, exactement. C'est ça. Ah, Parce que Toyota, intéressant. ça fait depuis 2012 qu'ils viennent, hein. C'est vrai. Depuis 2012, ils sont dans ce stand. Bon, est-ce que tu veux des petites statistiques, Oh et bah vas-y. notamment au niveau des équipages? Parce que j'ai parlé d'équipage justement tout à l'heure, en parlant plutôt de l'hypercar, mais on reviendra aussi sur le LMP2 et sur le LMGT3. Est-ce que tu sais eh bien, que pour la deuxième année consécutive, Ah oui, oui, je sais ce que on tu vas n'a dire. pas d'équipage 100% français? Et surtout, c'est la deuxième année consécutive, et c'est la deuxième fois dans l'histoire des 24 heures du Mans, je crois. C'est dingue, non? Bah ouais, j'avais pas réalisé ce truc-là, ouais. Mais moi non plus. Et en fait, c'est là où tu te dis que ça devient vraiment très international. Parce qu'à l'époque, on en avait hein, des équipages qui étaient franco-français parce que bah, voilà, tu arrivais à Alors, être avec un concessionnaire local alors qui t'engage la voiture, etc. Et donc, tu étais avec tes potes et ça roulait. Là, maintenant, c'est devenu très professionnel. oui, c'est vrai. Mais alors, tu sais que du coup, ça m'ouvre une idée de jeu, en Ah fait. bon? Bah, il faudrait qu'on fasse un jeu off record. Enfin, on pourra aller faire un jour en micro, mais ça pourrait être le jeu de citer des équipages 100% français. Puisque vu qu'il y en a eu dans toutes les éditions Oui, c'est vrai. jusqu'à 2023, tu sais, on pourrait se faire une battle comme ça de. Là, c'est dur. Là, c'est pointu. Eh ben, on le fera peut-être sur YouTube en direct, pourquoi pas? Ouais, franchement, parce que après, il faut me cadrer parce que là, je suis en train de partir dans tous les sens. Mais pour l'anecdote, on joue de temps en temps on a une petite version avec certains à Roland Gamos. Je sais pas si tu. Ah non? Ouais, Roland Gamos, c'est un jeu. Alors moi, je le connais. Je sais pas si c'est Mehdi Maizi qui l'a inventé, mais en tout cas, moi, je le connais de là. Un animateur qui anime des podcasts, notamment des émissions sur Twitch. Et en fait, l'idée, c'est de faire un Roland Garros, donc se renvoyer des balles. En gros, tu cites nous, on le fait en version pilote, c'est-à-dire que tu cites un pilote. Nous, on l'a appelé le Henri Pescarolo parce que tu vas comprendre pourquoi. Je te cite un pilote et tu dois me répondre en me donnant un nom de pilote avec lequel
il a participé aux 24 heures du Mans. Génial. Tu vois, si je te dis, je sais pas, en fait, on l'appelle Henri Pescarolo parce qu'Henri Pescarolo a beaucoup de participation au Mans. Oui. Hein. Donc, si je te dis Henri Pescarolo, tu vas me dire, voilà, je sais pas, moi, Gérard Larousse. Gérard Larousse, il faut répondre quelqu'un. Oui, mais alors, Henri Pescarolo, c'est facile parce qu'il a, je crois, dans l'épisode de podcast que j'ai fait avec lui, 37 équipiers, je crois, il me semble, sur l'histoire des 24 C'est heures. pour ça qu'on a appelé entre nous ce jeu Henri Pescarolo, parce que c'est pas que c'est le plus simple, mais en tout cas, lui, il a la possibilité, enfin, t'as la possibilité d'avoir beaucoup de noms que tu peux associer à lui. Mais voilà, bref, c'est juste une parenthèse. Sympa. Et là, ça pourrait être le jeu, On peut le le faire. jeu 100% équipage français. C'est vachement dur, hein, quand même. Ça sera très dur, mais C'est vachement on dur, compte ouais. sur les membres du club, de l'Endurance Club, justement, carrément. pour être calés. Voilà. Bon, repartons sur cette. Bon, cette en preview. tout cas, ça m'a quand même marqué, effectivement, cette stat assez incroyable. Parce Combien que... de Français on a au départ alors? T'as le chiffre Ah ou oui, pas? bien sûr. 31 Français en Ok. tout au départ de cette édition, sur les 62 voitures engagées. Donc on a 21 hypercars, on a 17 LMP2 et on a 24 LMGT3. 11 Français quand même en hypercar, dont 2 qui roulent ensemble chez Porsche. Ça peut être assez intéressant, je pense, comme équipage, avec Mathieu Jaminet, avec Julien Lower, qui sont sur la Porsche numéro 5. Kevin Estre sur la 6. Ok. Exactement. Donc ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir des équipages à 2 Français qui soient bien placés, on l'espère en tout cas. C'est nos principales chances de victoire française ou pas, tu penses? Ah, c'est difficile à dire, c'est vrai que... C'est là où on va voir si tu suis la stratégie Alpine ou pas, du coup. Non, Alpine, bien sûr que tu as Jules Gounon et Fred Mako, Ah, c'est pour ça. et puis tu as Charles Minesi et Paul Louchatin. Ah, je sais pas si c'est la principale... Moi, je pense que l'Alpine a une meilleure cote que la Porsche. Je Ouais. vois Alpine finir devant Porsche. Eh À la ben, 36, en tout cas. on va voir, mais c'est vrai que les pilotes Porsche sont anormalement confiants, donc... Enfin, normalement confiants, je veux dire, au vu du début de saison. Donc, C'est à vrai. voir C'est vrai. ce que ça peut donner. Mais en tout cas, c'était une stat qui m'a donc 31 Français, ok. voilà, justement un petit peu pas surpris, mais enfin bon, voilà, ça m'a un petit peu titillé. Faut savoir aussi, tiens, en parlant de nationalité, que on a des pilotes qui sont américains, mais pour la 5e fois, je crois, eh bien, ils sont présents en hypercar. Donc je parle des frères Taylor. Les frères Ricky Taylor, exact. et Jordan Taylor, qui sont les 4e et 5e américains seulement depuis le début de l'hypercar à pouvoir rouler dans cette grande catégorie. Ah ouais, c'est tout. Après Gustavo Menezes, Oui. il y avait qui? Il y avait Chris Dyson aussi, je crois. Chris Dyson en hypercar. Bah non, alors c'est ça, non, non, c'est peut-être même plus que l'hypercar alors. C'est En seulement top catégorie, tu veux Ouais. dire? en WEC. C'est dingue depuis 2012. Ah, en WEC. Et il y en a eu Dan Cameron, évidemment. Voilà, donc c'est la petite statistique, en tout cas au niveau des Américains. Mais c'est marrant parce que ouais, les Américains, On a l'impression pourtant qu'il y en a beaucoup. oui, et puis c'est comme on a l'impression que, enfin, je pense que les Américains ont l'impression qu'ils ont dominé les 24 heures du Mans. Il y a que Ford qui a gagné en fait hein, contre les Américains. Donc C'est vrai. non mais c'est marrant, tu sais, enfin dans l'imaginaire, tu peux te dire parce qu'il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup de grandes épopées américaines. Bien sûr. Je pense à Cunningham notamment, enfin tu vois des trucs comme ça. Ouais, ouais. Et la NASCAR, on l'avait déjà évoqué. Enfin, il y a eu plein de tentatives. Cadillac, bien sûr. Et en fait, il n'y a que Ford en constructeur full Et US est-ce qui que a gagné au Mans, justement quoi. Cadillac pourrait pas tirer son épingle du jeu? Alors soit avec Wayne Taylor Racing, parce que quand même le Non, papa, il est ouais. fier d'avoir ses 2 fistons dans la voiture, avec Felipe Albuquerque en 3e pilote, mais peut-être plutôt chez Jotard alors. Franchement, Jota, j'y crois beaucoup. Moi aussi. Euh, Et je trouve qu'ils se sont pas trop montrés durant la journée test, et je me dis quand même que ça peut être peut-être la 3e force, voire même mieux hein, du plateau. Je le dis depuis l'année dernière. Hein. ouais. Non, mais franchement, ouais, je pense que ça peut être la meilleure des autres. Je vois quand même la revanche de la revanche entre Toyota et Ferrari. Ouais. Mais par contre, je vois vraiment cette Cadillac. Et d'ailleurs, l'année dernière, elle était à un moment, Earl Bamber menait à quelques heures de la fin. Hein, donc, je vois la Cadillac être la première LMDH. Ouais, on peut le dire. Ouais. Derrière Ferrari et Toyota. Ouais, ouais. Et se mêler à la bataille, oui. Oui, clairement. En rythme, je sais pas si. Je vais pas me lancer dans un pari de rythme, savoir si la Cadillac peut suivre. Je vais juste me dire que, on parle des équipages depuis tout à l'heure, et ben chez Cadillac, tu as quand même souvent des hommes qui sont sujets tu vois, Ah oui, d'accord. Au à la craquage. petite vrille. Bah, Earl Bamber, on en a parlé. Oui. Qui je vais citer? Non, en vrai, chez Jota, sinon, Non, t'en Will as pas Stevens, trop. Norman Nato, Alex Lynn, ça va, ça reste quand même plutôt clean. Ouais. Mais
Ricky Taylor, Jordan Taylor, C'est fougueux quand vrai. même, hein, Ouais, fougueux. ouais, c'est vrai qu'il peut un petit peu Ouais. dégoupiller. Oh, Ricky Taylor, quand tu le chauffes bien, Oui, Daytona, il à est Daytona, il capable. va au contact. Hein. Ouais, Oui, premier virage à Daytona, ça y va. Donc, on a la même image en tête, je pense. oui. Ouais. Donc, oui, je pense que ça va venir du pilote. Là où, là où, par contre, chez Ferrari, tu vois, et on en avait parlé l'année dernière, je crois. Ça, on avait dit le meilleur ennemi de Ferrari, c'est Ferrari. Bon, on l'a même peut-être dit encore en début de saison parce que c'était quand même parfois, il y avait un Ouais, peu ouais, c'est vrai. d'animosité. Là, le swap qui a été fait à Spa-Francorchamps prouve que tout est revenu à la normale. Ils se respectent, quoi. Il se respecte. Ils ont chaque équipage a une victoire au Mans. C'est vrai. Donc il y a Ça peut plus ce détendre. côté jalousie qu'il pouvait y avoir pendant longtemps chez Toyota, où 18, 19, 20, trois C'est éditions de toujours la suite, c'est le 8. même équipage qui gagnait, avec un Alonso où on enlève Alonso comme fusible et on met Hartley. Mais c'était le même équipage. Je pense et encore, il n'y avait pas vraiment d'animosité, mais il y avait une petite tension quand Ah, même, bah je c'est pense. sûr. Tu vois. Et là, chez Ferrari, j'ai l'impression qu'ils ont, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à les calmer, à les contenir, à les canaliser, à les Julien canaliser. Bien sûr. Et donc, je pense pas qu'il y aura d'erreur des pilotes. Je t'aurais pas dit ça il y a 1 an ou 2. Je t'aurais pas dit ça l'année dernière, vraiment. Et là, je pense qu'il n'y aura pas de saleté entre eux, Ouais, ouais, ok. tu C'est vois. vrai. Et chez Porsche aussi, chez Porsche, les équipages sont plutôt se respectent, etc. Et je vois pas d'erreur ou de. Chez Cadillac, je vois peut-être un peu plus cette Ah, prise de c'est. risque et cette Ouais. envie de bien faire. Et puis chez BMW, c'est juste, ça va être que ça. Enfin, Kevin Magnussen et Ouais, Dries tu crois? Vanthoor, je m'attends encore à des dingueries. Bah, ils sont très rapides, mais c'est vrai qu'il faudra justement compter Ah sur oui, la bonne gestion. Dries Vanthoor, il y a quand même 4 mois, 5 mois à Daytona. Bah, il a voulu trop en faire. Ou c'était Kevin Magnussen peut-être dans la voiture à la fin là, Ah non, qui mange les non. vibreurs. Non, c'est Dries Vanthoor. Tu sais, à un Bah, moment, ça. Enfin, bref, pour ouais, moi, les les deux deux sont. sont agressifs. Ouais, après. Ah, c'est sûr qu'en endurance, c'est pas facile. Donc voilà, c'est vrai que tu parles de BMW, après avoir parlé donc des frères Taylor, d'ailleurs, qui sur la même voiture, sont réunis depuis la première fois depuis 2017, pardon. Donc ça C'est fait vrai, un petit ouais. moment quand même qu'ils C'était n'avaient en pas IMSA roulé. qu'ils avaient roulé ensemble en 2017. Hein. Ils ont fait une saison ensemble, je crois. Ils ont fait. Je Oui, crois c'est ça. qu'ils ont roulé une saison ensemble. Ouais. Ouais, je crois même qu'ils ont été champions C'était à dessus. l'époque des DPI encore. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que ça fait un petit moment. Non, parlons de BMW justement, parce que Ouais. tu me lances Ouais. là-dessus. Pendant la journée test, ils ont connu une petite alerte avec la voiture numéro 20 qui a laissé un peu d'huile, et donc c'était un peu problématique, on va dire, pour WRT, mais bon, ils ont dû trouver la solution quand même. Et donc, bah, est-ce que tu les vois BMW avec, on va rappeler quand même les équipages, hein, mine de rien, ces équipages de chez BMW que tu retrouves avec pas trop de surprises, hein, donc Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Kevin Magnussen, ça c'est Ouais. pour la voiture 15, et René Rast, Robin Frijns et Sheldon van der Linde. Ils ont progressé un petit peu sur la journée test. Ils ont gagné. La meilleure BM a gagné 5 dixièmes par rapport à l'année dernière. Bon, les temps de la journée test n'ont rien à voir, parce qu'évidemment, on sait que ça a été plus vite, notamment dans la séance qualificative où Tout à fait. Dries Vanthoor a fait le meilleur tour de toute l'édition 2024. Le meilleur tour global de l'édition 2024 avait été fait en qualif. Donc ça peut aller plus vite, mais ils ont quand même un peu progressé dans cette journée de travail. Mais les autres ont bien progressé aussi, puisqu'il y a un tir groupé des Ferrari. Il y a l'Alpine avec Mick Schumacher, on l'a Ouais, dit, c'est une vrai. performance indiv qui est montée. Donc elles sont un peu en retrait et on va gagner. Au contraire, ils sont vraiment encore dans cette logique d'apprentissage, donc faut pas les attendre devant. Mais je pense que ça va pas être si mauvais. Ah oui, non, moi, je les attends quand même bien placés, Ouais. hein. L'année dernière, ils s'étaient battus face à Alpine pour le gain d'une bonne position au classement général Ouais. constructeur. C'est encore BMW Alpine qui vont certainement s'affronter, soit juste devant Cadillac, soit juste derrière. Et puis Porsche va-t-elle s'inscrire dans le mix ou pas? Ça, c'est peut-être la grande question. Si on n'a pas de soucis avec le duo Vanthoor-Magnussen, parce que c'est d'eux que le danger vient, clairement. Hein. Je parle vraiment de dégoupiller, Ouais, de je faire. comprends. S'ils arrivent à faire parler leur magie, parce que c'est des pilotes exceptionnels. Ah bah attends, ils peuvent faire la pole, hein. Oui, clairement là-dessus, oui, les trois peuvent faire la pole hein, Oui. sur celle-ci. Mais vraiment, s'ils arrivent à faire parler leur magie et à délivrer sans faire d'erreur, ça peut vraiment faire quelque chose de très bien, la 15. Moi, j'y Ouais, crois c'est beaucoup. vrai. Hein. Et surtout que je connais bien l'ingénieur de cette BMW numéro 15, je peux te dire que c'est un sacré client et c'est un sacré cadre. Donc tu vois, faut aussi avoir les bons Bien sûr. pilotes, il faut avoir les bonnes Évidemment, équipes évidemment. derrière avec les mécaniciens, etc. Et puis bien sûr les bons ingénieurs aussi. Parlons peut-être rapidement de Peugeot. Est-ce qu'on peut s'attendre, je vais grouper Peugeot et Aston, quoi, Mhm. malheureusement, j'allais dire, c'est un petit peu là où ils se trouvaient à l'issue de la journée test aussi. Quasiment au même endroit, mais avec plus d'espoir pour Aston finalement que pour Peugeot peut-être.
plus d'espoir pour Aston que pour Peugeot. Non, dans le sens où Aston, en fait, ne s'attend pas à Oui, jouer oui. les premiers rôles. Oui, Ils veulent terminer. Et je pense qu'ils vont atteindre leurs objectifs, justement, et être plutôt satisfaits de cette édition, quoi qu'il arrive. oui. Parce que je pense qu'il y a de la fiabilité. Oh, oui, oui. Plutôt que Peugeot qui s'attend quand même à avoir de bons résultats. Enfin, en tout cas, aimerait avoir de bons résultats. Faut bien dire qu'ils n'ont pas été aidés non plus au niveau de la puissance. Hein. Je crois qu'ils ont encore perdu des chevaux par rapport à ce qu'ils avaient à Imola la fois dernière. Je pense que Peugeot espère une course comme ils avaient espéré la pluie. Ils espèrent peut-être une course d'attente, enfin tu sais, marquée un peu par des faits de course pour pouvoir rester justement dans le tour et en profiter. Mais bon, c'est clairement pas comme ça que ça se gagne au Mans, je pense. Non. Pour ce qui est d'Aston Martin, oui, ça va être une séance, je caricature, mais ça va être une séance d'essai grandeur nature. Ah ouais. Ils vont pas aller chercher la victoire, sauf Non. vraiment. Enfin, j'adorerais, mais je n'y crois pas trop. Par contre, je pense qu'ils vont vraiment avoir cette logique de enchaîner les tours et aller pas à 110%. Enfin, ou peut-être, je me trompe, mais moi je les vois plutôt faire une course. Ils vont peut-être pas briller par leur présence devant, mais ils vont dérouler les tours et prendre des infos. Qui sait, cette Valkyrie, elle pourra peut-être avoir une descendante avec un système hybride, ou tu vois, enfin, rien n'est figé, donc je pense que ça va être une édition où oui, on va les voir en piste, on va les entendre en piste. Oui, ça c'est incroyable. Ça, c'est sûr. C'est incroyable. J'ai fait des prises de son dimanche à la journée de test et bon, c'était le meilleur truc à faire. Enfin, Vraiment. le V12, incroyable. Mais par contre, il fait quand même un peu étouffé, quoi. Ah. Tu sens qu'il pourrait y avoir un potentiel encore. Parce que chez Cadillac, c'est sympa. Hein. Chez Cadillac, c'est génial aussi, clairement. Donc écoute, c'est un bon spectacle d'avoir la Aston Martin Valkyrie. Elle est très surprenante à voir. Si vous nous écoutez, que vous n'êtes pas encore venu au Mans et que vous allez venir que pour la course par exemple, vous allez voir, moi je la trouve impressionnante en piste parce qu'elle a une hauteur de lame avant très haute, ouais, comparée aux autres. Parce que sinon elle aurait généré trop d'appui, enfin voilà, c'était un peu compliqué. Donc elle est un peu bizarre à voir, tu vois. Ouais, je comprends. C'est notre Alar J2X moderne, tu vois. Non, mais elle a un truc, quoi. Enfin, elle va marquer la course, quoi, clairement. Ouais, c'est possible. Elle dénote, quoi, au milieu des autres. J'espère qu'elle va rouler assez longtemps, quand même, pour qu'on puisse... Elle fait plus complexe qu'une 963, quoi. La voir se démarquer. Oui. Ah bah oui, c'est agréable une à voir. Ah ouais, mais c'est hyper agréable à voir. Ouais, c'est vrai. Non, mais on va voir en tout cas chez Aston Martin ce que ça donne. Tom Gamble qui a été l'un des plus impressionnants lors de la journée test, c'est vrai que c'est un pilote qui avait déjà impressionné en LMP2 et donc on va passer au LMP2 évidemment. Tu me vois Tom Gamble c'était le plus rapide. Faire la transition. Ah, et Tom Gamble, il est. Moi, depuis que je le connais, qui anti-roulait en ELMS, vraiment, c'était solide quoi avec United. Donc c'est la bonne surprise, je trouve. Et là, pour le coup, autant chez Aston Martin, je comprends pas trop les pilotes qui accompagnent justement ce Tom Gamble très performant. Si, peut-être Marco Sorensen et encore. En LMP2, on a 14 Français. Ok. Donc c'est une grande majorité de pilotes. Ils viennent de l'ELMS, hein, ces concurrents LMP2. On a à la fois des LMP2 Pro et des LMP2 Pro-Am. 11 équipes représentées, dont 6 avec 2 voitures. Ça, c'était la surprise. Je me souviens qu'on en avait parlé. Oui. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant d'équipes qui vrai. soient avec 2 autos. Est-ce que ça peut aider justement dans une course de 24 heures d'avoir 2 voitures pour un petit peu prendre la température, s'aider? Je pense à Idexport notamment, avec l'équipe, on va dire, classique que l'on connaît avec les couleurs rouge et noir, et puis l'équipe Genesis Magma Racing évidemment. Franchement, moi je serais patron d'une équipe en LMP2. Ouais, avoir 2 voitures, ça me plairait. Et surtout, dès le début, j'essaierais de les splitter, quoi. Si t'en as une à l'avant et une autre qui est peut-être un peu plus décrochée, mais qui du coup peut avoir, comme on l'a dit tout à l'heure avec Toyota, peut avoir, je sais pas, qui roule à 30 secondes derrière et qui peut du coup faire un pari sur s'il y a un fou de coursier qui arrive pour se décaler en stratégie, en relais. Enfin voilà, moi j'essaierais de splitter les voitures dès le début pour pas qu'elles arrivent au stand en même temps. Bien sûr. Enfin, tu peux vraiment jouer avec ça quand tu as 2 voitures, évidemment. Faut expliquer au pilote pourquoi volontairement il faut que tu fasses un premier relais un peu plus lent. Eh oui. Mais je pense que ça peut être très intéressant. Là, franchement, cette catégorie, elle est. Bah alors, le fait qu'il y ait André Lautereur je sais pas si c'est ça. Non mais comment dire, je sais pas si c'est ça qui rend la lecture encore plus compliquée, mais j'adore parce que tu passes d'un André Lautereur à, je vais volontairement prendre de grands écarts, mais à David Heinemeier Hansson, t'as Mathias Bech et t'as Georges Kurtz, t'as je sais pas, enfin t'as Louis Delettra et t'as sur qui je vais taper, je sais pas. Mais tu vois ce que je veux dire. David Rao, tiens, c'est bon, tu prends pas de risque. En fait, dans cette catégorie, autant en hypercar,
oui, le pilote qui est dans la voiture a une importance, mais on est quand même globalement sur des Top Gun, des Rose Gun. Rose Gun, lui, c'est en Ouais, hypercar. pardon. On est que sur des bons pilotes, entre guillemets. Et oui, il y en a qui sont un peu moins rapides que d'autres, mais voilà. Là, en LMP2, le rythme d'une voiture va vraiment s'expliquer en fonction du pilote qui est au volant. C'est vrai. Donc, quand ça va être. Alors, l'exemple d'André Lautoret est mauvais parce que autant. Je pense que Mathis Jobert et Jamie Chadwick vont envoyer quand même du steak. André Lautoret sera peut-être un petit cran au-dessus. Quoique, franchement, je suis pas sûr. C'est ça qui va être intéressant parce que quand Paul Di Resta, par exemple, roule en LMP2 en ELMS, il n'est pas au-dessus du lot. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est un ancien pilote de F1, etc. Donc, le fait d'avoir un gros palmarès, bah, finalement, des fois, c'est pas forcément Oui. toujours gage de succès en LMP2 parce que tu as des vrais spécialistes à LMP2. C'est On vrai. peut dire que ça va fort. Moi, je pense à un Richard de Gérus qui Oui, très bien. Ouais. est avec Iron Lynx Proton cette année parce que il fait le troisième pilote en remplacement de Matteo Chiroli qui lui malheureusement ne roule pas puisqu'il devait rouler avec Mercedes. Là lui c'est le grand perdant, hein. Il devait rouler chez Mercedes Iron Lynx en LM GT3 avec notamment Claudio Schiavoni et bien, le deuxième pilote qui était avec lui Je et l'ai qui plus. est italien. Je ne l'ai plus non Ouais, je plus. l'ai plus. Il est en ELMS aussi. Je pense à Serna Giotto, mais c'est pas du tout lui, hein, évidemment, Non, qui roule. Giorgio Sanaggiotto. Non. Mais tu vois ce que je veux dire, ça peut être un vrai client, hein, Jade de Gérus, là, avec cette voiture. D'ailleurs, en LMP2, moi je pense que Iron Lynx Proton peut faire quelque chose avec la voiture jaune fluo, là, justement. Ouais, parce que peut le effectivement, faire. donc United qui est reparti de la journée test avec le meilleur temps, avec la 22, Oui. est-ce que ça va transformer Pietro Fittipaldi, Roger Van der Zand et David Heinemeier Hansen? Je sais pas trop si ça va transformer ça en résultat, tu vois. Je sais pas. C'est vrai Tu vois, que. c'est ça qui est compliqué. Oui, oui, bien sûr. C'est parce que dans les autres équipages, enfin surtout en hypercar, il y a certains pilotes, je vais pas les Ah, citer, parce mais que il y a quelques pilotes où je les trouve un peu le maillon faible Oui, d'un d'accord. équipage, mais il y en a Il y en quand a de même moins moins. en moins, hein. Oui, voilà, il y en a de moins en moins, c'est ce que j'allais dire. Il y en avait un petit peu plus à l'époque. Oh, LMP2, évidemment, les maillons faibles, mais on le comprend, évidemment, ce sont les pilotes bronze dans les équipages Pro-Am. Pas tout le Mais temps, d'un pas autre tout le côté, il y temps. a, il y a une autre catégorie justement dédiée Oui, à c'est eux, vrai. parce que je trouve que c'est assez équilibré en fait. Bravo au comité de sélection aussi, parce qu'on a 9 voitures en Pro-Am et 8 en Pro. Ouais. Donc, je pense que ça peut être assez équilibré. Et puis en ELMS, certes sur une course de 4 heures, mais on a vu que ça pouvait très bien se terminer sur des courses et des victoires Pro-Am. Victoire. Ah, mais voilà, exactement, Victoire Pro. Là, tu vois, je vais moins parler Ah que mince. sur l'hypercar. Bah non, mais c'est tellement dur de voir la hiérarchie. Ils ont tous le même matériel. Ouais, bah oui, mais d'un autre côté, c'est ce qu'on aime aussi. C'est vrai que. C'est un championnat de pilote, hein, c'est plus un championnat de voiture. Non, Donc, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, c'est une catégorie, pardon, de pilotes. Mais c'est une catégorie très intéressante par contre, parce qu'il y a le vivier là, il y a le futur de la catégorie hypercar. Bah, Hein. en fait, c'est ça, parce que d'un peu plus, imaginons que en Formule 1, Lance Stroll ait été blessé, Felipe Drugovich serait allé le remplacer lors du Grand Prix du Canada, qui a lieu d'ailleurs le même week-end que les 24 heures du Mans. Coup de gueule que je peux me permettre de passer, parce que la FIA semblait avoir compris que le week-end des 24 heures du Mans, on ne mettait pas de Grand Prix de Formule 1. Bon, manifestement, ils ont oublié leur parole. Alors, c'est plus le même président de la FIA en même temps, tu vas me dire, mais ce serait dommage pour certains pilotes qui auraient voulu faire le doublé. Et donc, par transitivité, si je puis dire, si Drugovich Effet s'en allait, domino, ouais. eh bien, c'était Louis Delettra. Il pouvait prendre le relais puisque lui il roule évidemment aux États-Unis et donc il connaît bien cette Cadillac. C'est vraiment le Donc il vivier. aurait Hein, laissé un baquet en LMP2. Oui, c'est ça. Ah mec, carrément. Et c'est un vivier, moi je trouve, pour les jeunes pilotes, pour les pilotes qui veulent viser un baquet en hypercar. Et c'est une catégorie vraiment, vraiment super, quoi, je trouve. Et en plus, on a Jamie Chadwick, qui est donc une pilote féminine qui roule dans cette catégorie. Et ça fait depuis, attends, j'avais la stat, 2008, je crois, qu'on n'a pas eu une femme britannique rouler aux 24 heures du Mans. 2008. C'était Amanda Amanda Stretton. Stretton, ouais, bien sûr. Bah, oui, oui. Exactement. Donc, C'était voilà, chez Chamberlain, ça, où ça devait rouler. ouais, je crois. Ouais, ça. Amanda Stretton, ouais. Ouais, carrément, je vois bien. Tu vois, c'est pas mal. Depuis 2008, il n'y avait pas eu de pilote britannique femme. Voilà. Ok. Ah bah, très bonne stat. Bon, en tout cas, c'est assez original pour être souligné. Là aussi, on peut le dire.
Donc on va voir ce que ça va donner pour Jamie Chadwick. On n'a pas Sophia Flörsch, hein, qui elle Non, peut-être vise l'année pense- prochaine. oui, clairement l'année prochaine, je pense. Ouais, bien sûr. Elle sera de retour. Donc voilà pour la catégorie LMP2 assez rapidement, parce qu'on a quand même pas mal d'équipes françaises, on va quand même les citer et les soutenir. On a cité Idexport, on va parler de TDS Racing et de VDS Panis Racing hein, qui sont présentes, avec des équipages aussi, tiens, quand même, on n'a pas parlé de la 48, avec Oli Gray, Esteban Masson et Franck Pereira, hein, qui vient faire le remplacement de Charles Minesi. C'est un équipage en ELMS qu'on voit souvent au rendez-vous. Donc là, c'est dans la catégorie pro. Et puis dans l'équipe TDS, on a Rodrigo Sales, donc m'a-t-il dit. Et il me dit, mais pourquoi tu c'est dis pas Rodrigo Sales. Sales? Ah, ok. Ouais, bah, moi je sais pas, il est américain, Sales. Non, mais en fait, il est mexicain. Donc on dit Sales. Parce que s'il est Ok. américain, c'est Sales. Bien sûr. Parce Bah, que puis c'est le vendeur en plus, directeur des comme, sales, comme quand nom, même. bien sûr. Directeur des ventes. Mais, mais là, c'est Sales. Donc voilà, Ok, Rodrigo Rodrigo Sales. Sales. Donc je corrigerai. Qui avait une Avec... étoile de l'endurance l'année dernière. On lui avait Oui, distingué le gentleman de l'année. exactement. Oui. Qui avait d'ailleurs roulé lui aussi comme ses petits camarades sous safety car et dans l'eau pendant Oui. de longues minutes et de longues heures. La douche. Donc Rodrigo Sales très sympa, qui fait équipe avec Mathias Bech et Clément Novalak. Ça peut aussi faire mal hein, en catégorie Pro-Am cet Oui, bien sûr. équipage, tout comme d'ailleurs à Oba ITF, hein, comme d'habitude, hein, PJ Hayet, Dan Cameron et Louis Deletra. C'est un vrai bon équipage ça aussi. Donc à voir ce que ça peut donner. C'est vrai que il y a beaucoup à suivre, que ce soit en pro ou en pro-am, et bah, moi je trouve que ça rend les choses aussi intéressantes. On va parler, pour le plus grand plaisir de Rachel, évidemment, de AF Corset avec la voiture de François Perraudot. La voiture de François Eh Perraudot, bah oui, exactement, ouais, c'est vrai. avec Mathieu Vaxivière et Antonio Félix d'Acosta. Voilà, c'est ça. Et Sacré pas trio. Rovera, ouais. Et nouvelle déco, tu vois, tu parlais de rompre les habitudes. Il n'y a plus le zèbre, mais c'est un serpent. J'ai même pas fait attention. Ah, tu vois, la 183, donc comme voiture, eh bien, c'est une couleur plutôt dorée, alors que d'habitude c'est plutôt noir et blanc, Ouais, parce qu'ils ont gagné l'année dernière. Il y avait des trucs argentés aussi parfois. Ok, d'accord. Et ça passe du zèbre au serpent. Voilà, Très bien. l'année du serpent. Donc voilà, c'est François Du Perraudot serpent. qui aime bien justement bien rendre hommage et avoir des petits détails sur sa voiture. Mais voilà, je voulais le préciser, le citer. Et en LMP2, on va se régaler. Moi, j'en suis sûr. De toute façon, je suis persuadé. Oui. Et j'aime cette catégorie LMP2, notamment en ELMS, qui est Oui, formidable. c'est ça. Toi, tu fais un vrai transfert de ce que tu connais, de ce que tu vois, de ce que tu pratiques le plus. Hein. Là, c'est le Graal. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la grande fête, quoi. Ouais, Ah ouais. bah c'est génial. Moi, tu sais quoi, je vais même te dire mieux. Alors, je sais pas si vous avez la même sensation, mais les LMP2 en WEC, je trouvais que le niveau était un petit peu moins élevé finalement que le niveau LMP2 en ELMS à l'époque. Et je suis finalement très content qu'on puisse mettre en valeur le LMP2 grâce à cet engagement aux 24 heures du Mans, parce que ça montre vraiment que ce sont les meilleurs équipages qui viennent à la fois de l'IMSA et de l'ELMS. Ouais. Qui sont présents aux 24 heures du Mans. Et c'est pour ça que je pense que ça sera très disputé, que ça sera une super catégorie, encore une fois. Oui, le fait qu'il y ait moins de courses de P2 fait que ça s'est raréfié, mais ça s'est aussi amélioré en qualité, quoi. Oui, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Et puis, Ouais, mine de rien, les LMP2 vont, depuis très longtemps, du coup, découvrir aussi une catégorie supérieure à elle. Donc, c'est vrai. pour les pilotes, ça va être assez intéressant. Ce qui est rigolo aussi, c'est que quand on en a parlé lors du débrief de la journée test, on s'est dit, oulala, mais être en LMP2, enfin toi tu me disais ça en tout cas, Geoffroy. Que je roulerai jamais en P2. Voilà, c'est ça, parce que c'est pas génial. André Lauteur, lui, pour lui, c'est bien. Hein. Ouais, bah, je me range à son avis. Hein. Il a plus d'expertise que moi sur le Mans. Ouais, c'est vrai qu'il passe plus de temps finalement sans avoir de trafic. Ouais, il nous a dit que c'était en fait la catégorie où tu as la course la plus tranquille, entre guillemets. Enfin, t'as le moins à gérer des dépassements, quoi. Ouais, c'est ça. Donc finalement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément en tête, mais voilà, il nous a éclairé. Bon, passons au LMGT3. LMGT3. Eh oui, et là, il y a eu du changement. Et oui, c'est vrai. Ah là là. Il y a eu du changement, on en parlait lundi, si je dis pas de bêtises, ou même dimanche soir, à l'issue de la journée test. Eh bien, je t'avais dit que j'étais dans les stands à ce moment-là et que j'avais vu Michel Gatting qui était blessé, etc. Alors j'ai su plus maintenant sur ce qui s'est passé puisque les langues se sont déliées. Et ben en fait, au moment du ravitaillement, la voiture étant sur les vérins, tu sais qu'on enlève les vérins, on enlève un système pneumatique et voilà, on l'enlève et ça donc, fait redescendre la voiture. Et la voiture redescend. Ouais. Ah oui, mais là le problème c'est qu'il y avait la cheville de Michel Gatting quand la voiture a descendu. Parce qu'en fait, quand elle descend, elle va très proche du sol. Oui. Et là, elle avait la cheville en dessous. Exactement. Coup de malchance. Okay. Coup de malchance. Ah ouais. Elle sortait de la voiture et ils ont descendu la Porsche trop tôt. Elle a dû douiller. Parce que le poids d'une voiture sur la cheville.
Ah, et puis là, je pense qu'elle est pas bien belle, sa cheville. Mhm. Et elle pleurait beaucoup. Et elle a encore plus pleuré quand elle a su qu'elle ne pourrait pas rouler aux 24 heures du Mans. Et donc, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, évidemment, eh bien, c'est Sarah Bovy. C'est la sœur de cœur, enfin c'est ouais, je Oh pense là qu'elles là, sont copines, Sarah, ouais, ouais. tellement content. Alors moi je suis déçu parce que je Mhm. l'avais invitée dans mes différentes missions pour qu'elle m'accompagne Ah parce non, qu'elle devait faire des ah non. garages tours pour Total Energy. Elle va arrêter de faire les garages tours, je peux vous le dire. Et puis tu peux pas non plus inviter Michel Gatling parce qu'elle est en béquille. Et qu'elle ne parle pas français. Aussi, accessoirement. C'est un petit détail qui peut avoir son incidence et son Ouais, pour un importance. flux français, effectivement. Non, bah, voilà, donc changement d'équipage de dernière minute. Il y en aura peut-être d'autres à l'issue des essais. On n'espère pas, mais ça peut encore arriver. Ça peut arriver, mais alors ça devient de plus en plus difficile parce que si il y a ce problème-là et cette problématique-là, il faudrait prendre un pilote qui a Déjà déjà fait les qualifié? 24 heures du Mans. Oui, ça y en a. Il y a quand même un C'est visier. vrai. Bah, notamment en Michelin Le Mans Cup. Il y a certains pilotes qui ont fait Oui. les 24 heures du Mans qui seraient prêts à Voilà, remplacer. une petite combinaison, une licence, et puis c'est parti. Voilà. Mais bon, ça entraîne toujours des conséquences un peu. Oui, Voilà, oui, oui. Parce tu que pars du fond de grille. tu peux pas prendre un jeune pilote parce qu'il faudra qu'il ait fait ses tours de nuit et il Exactement. ne les aura pas fait. Donc, Mm. sachant que c'est rétroactif entre guillemets sur plusieurs années, quand tu les as fait une fois, voilà, c'est valable X années. Donc, Ouais, c'est ça. Donc, ouais, donc changement d'équipage. et ben, cinquième participation pour Sarah Bovy finalement, qui ne devait pas faire de WEC cette année, qui avait un gros programme quand même en ELMS. Je suis trop content de la croiser encore évidemment. Et puis en IMSA, mais là, bah, elle ajoute voilà, la petite cerise sur le gâteau. Donc moi je l'ai croisée, enfin plus que croisée, elle est venue en cabine à Spa Classic quand j'y étais il y a 2 semaines. Ouais. Et bah, évidemment on évoquait ça, parce qu'on évoquait... En fait c'est la première fois où elle roulait en historique il y a 2 semaines. Parce qu'elle a roulé sur une Ferrari, je crois que c'était une 360 de mémoire. Oh, Et elle a fait troisième de sa course. pas mal. Donc c'était la première fois qu'elle roulait en historique. Et donc, c'est marrant parce qu'on est... elle a 36 ans je crois de Oui, mémoire. elle a un an de Et moins que moi, oui, tout à fait. donc on est un peu près de la même génération où tu vois, en gros elle me disait ça me fait bizarre de voir ces voitures en historique quoi. Ouais, Parce que bah enfin c'est non, enfin c'est pas possible. Les mais historiques c'est c'est moi, des je la vieilles connais. breloques quoi, tu vois. Donc bref, elle a découvert un peu le monde de l'histo. Et moi je l'ai emmené un peu sur le côté, bah voilà, t'as un programme plus réduit cette année, enfin en tout cas t'as pas le Mans. Elle me disait ouais mais bon, alors enfin on la connaît hein, aussi, comment elle est très spontanée. Elle disait bah oui mais bon, enfin c'est pas grave entre guillemets, je me suis fait à l'idée et puis voilà, il y en aura d'autres des opportunités. Et voilà, il faut que les choses changent, etc. Et moi, je lui disais, bah écoute, on sait jamais. Enfin, tiens-toi prête quand même. Puis, de toute façon, il y en aura forcément d'autres des participations. Elle me fait, oui, oui, j'espère. Bon, bah voilà, Bon, deux bah c'est semaines bon. après, c'est bon. Et tu Alors, sais, j'ai rien fait, hein. C'est pas moi qui ai fait tomber la non, voiture sur Michel Gatling, hein. non, non, non. Mais bon, je suis très déçu, évidemment, très triste. Et je pense que, enfin, on a vu, ils ont partagé un petit peu Iron Dames. Je pense que Sarah Bovy est autant heureuse de faire le Mans que triste pour sa copine Michel Gatling, Exactement. qu'elle le loupe. Ouais, Donc, parce qu'elles sont vraiment potes, hein. ouais, il y a vraiment cette ambiance de famille dans cette équipe qui est sympa. Ils font beaucoup de marketing, on en a déjà parlé. Ils font beaucoup de marketing, beaucoup de trucs. Moi, je t'avoue que je regarde pas hein, ce qui se passe sur TikTok. Ça m'échappe Bon, tout ça. bah oui, Je me moi aussi. focus sur le sport. Ouais. Mais je sais qu'ils sont très actifs là-dessus. Mais au-delà de ça, c'est pas juste, c'est pas une brochette de trois nanas. Je fais exprès de caricaturer, mais c'est pas une brochette de trois filles qu'on a récupérées puis qu'on assemble pour faire un produit marketing. C'est vraiment, il y a une super entente. L'intégration de Célia Martin aussi dans, Bien sûr, c'est bien dans passé. ce système est super. Il y a vraiment c'est un truc très sincère quoi. Donc je pense que ça va être émouvant. Et moi je sais qu'il y a souvent des belles histoires qui se font comme ça. Tu sais, on avait déjà parlé je crois de Jota où l'équipage qui se fait à la dernière minute, il gagne le P2. Si ça se trouve c'est un signe Eh, que ça peut peut-être. gagner. Ouais, mais bon, pour l'équipe, c'est vrai que c'est dommage de se priver de Gatting Oui. parce que Mitchell, elle est quand même Elle est un très peu plus rapide. rapide. Oui, Ouais, ouais, elle est pilote officielle Porsche hein, quand même. exact. Et oui, elle est plus rapide que Sarah Bovy. Non, mais C'est ça, pas, elle le sait, c'est pas bien un sûr. secret, bien sûr. Ouais. Mais ça peut ouvrir des opportunités, pourquoi pas? Et ben oui, là, cette voiture numéro 85 avec de belles couleurs encore cette année. Il y a eu encore une évolution. Elle est moins rose en fait. Un C'est petit pas peu mal. de rose, Ouais, mais c'est elle est pas moins mal. rose. Bon, il y aura fort à faire quand même, parce que dans la catégorie, Oh oui, on a 24 voitures, oui. et puis on a bah, une variété juste dingue. Ah, c'est oui, vraiment. Bah, à chaque Porsche, fois, on en parle. Hein, de toute oui. façon, même en WEC, on en parle aussi. Mhm. Où tu as bah, une belle adversité hein, avec les Corvettes qui sont en tête du championnat, mais en fait sur finalement la première course au Qatar, hein, où on avait eu un super duel entre la McLaren United de Grégoire Saucy et la Corvette justement de Dani Juncadella. Maintenant, moi je pense que les Ferrari seront plutôt pas mal et les Lexus dans cette édition 2025. Je pense que vraiment ça va être deux des clients. On avait évoqué cette stat, effectivement, il y a 5 pilotes dans les 6 premiers
Enfin non, pardon, 5 des 6 pilotes Lexus sont dans le top 10 des plus rapides à la journée test. Oui. Ça montre quand même qu'il y a un truc avec cette voiture qui a été trouvé. Donc oui, elle devrait être bien, parce que si tu as autant de pilotes qui sont à l'aise, forcément ça va bien se passer pour la course. Mais après voilà, moi ce que je vais fonctionner à l'envers. Ceux que je sors du match, c'est les Mercedes. Ah, Parce que première année. Oui. Et puis parce que elles sont, ça reste mon avis, mais elles sont pas emmenées par les meilleurs pilotes qu'on ait vus. Alors il y a Maxime Martin, hein, attention. Ah, il est génial. Il y a quand même Lucas Stolz aussi qui est là. Ouais. Donc, ça fait partie des pilotes officiels Mercedes qui sont apportés justement par le constructeur. Puis ça fait pour partie aider. des top pilotes. Enfin, tu vois. Bien sûr. Clairement, si demain tu me demandes de monter un projet GT, l'expertise de Lucas Stolz ou Maxime Martin, elle est précieuse. Mais ils vont pas conduire. Alors peut-être que Maxime Martin va piloter 12 heures, mais il va pas non plus en faire 24. Donc à un moment, il faudra quand même passer le relais aux autres. Et ça sera plus compliqué. Je parle même pas de la 63 où là, l'équipage qui a été. Enfin, si j'en parle parce qu'il y a Lucas Stolz, mais qui a été fait un peu à la dernière minute. Et on verra. Bon, j'espère me tromper. Des Australiens, père-fils, ils veulent se faire plaisir. C'est une super aventure et j'adore ce genre d'aventure. Et c'est le genre de sujet Endurance Mag dans 10 ans où. En fait, j'aime beaucoup ce genre d'histoire, tu vois. Attends, j'espère que tu feras un article sur Johnny Lorsen qui a roulé avec son fils Conrad. Non, mais franchement, j'aime beaucoup tout ça. Et j'adorerais creuser ces thématiques-là. Là, si je regarde juste le sport de manière brute, j'attends pas grand-chose du côté de Mercedes. Non, ça, on est d'accord pour la 63 en tout cas. Même la 60 finalement, avec Andrew Gilbert, Lorcan Anafin et Fran Rueda, qui remplace donc Matteo Cressoni, puisque j'ai trouvé son nom tout à l'heure. Exact. Et Claudio Scavoni qui est encore blessé et qui, assez logiquement, et bravo à lui, parce qu'il a accepté quand même de mettre un pas de côté et de laisser son volant, alors que c'est quand même l'équipe qu'il a montée avec c'est sa son femme. équipe, clairement. Voilà. À un moment donné, c'est sûr que c'est quand même dommage. Et donc, il y a tout un équipage complet. Et donc, Matteo Chiroli se retrouve finalement un peu le dindon de la farce parce que lui n'a pas roulé en LMP2 chez Iron Lynx Proton puisque Richard de Gérus l'a remplacé. Et il ne roulera donc pas du tout aux 24 heures du Mans. Ouais. C'est dommage. Bah non, mais carrément. Mais bon, c'est vrai que Mercedes, on peut les enlever du match. Les Ferrari qui sont nombreuses. Ah, tu les enlèves pas du match, elles? Non, mais je fais une sélection. C'est-à-dire que je pense pas que toutes les Ferrari seront à la fête. Non. Tu vois, la Zygo Sport, Zygo Sport Tempesta, je vois pas bien, je la vois pas bien dans le match. Et puis chez Kessel, oui, c'était rapide. Kessel, c'était rapide, mais je sais pas. Je vois pas toutes les Ferrari à la fête. Je vois bien la Richard Mille. Oui, c'est vrai. La Richard Mille avec notamment Lilou Wadou. Lilou Wadou, exactement. Donc ça, c'est une bonne chose. Moi, je la vois moins celle-là, pas parce qu'il y a Lilou, mais parce qu'il y a Custodio Toledo. Oui, bien sûr. Et bon, là, lui, je sens un petit peu moins, mais je peux me tromper. 2 jours sur le sec, quoi, si ça roule. Non, mais c'est vrai qu'il faut aussi bien penser quand LMGT3, et ça, vous le savez évidemment, les auditeurs d'Endurance Club le savent, les membres du club le savent. C'est quand même un championnat où ça se joue beaucoup, et donc aux 24 heures du Mans aussi par la même occasion, ça se joue beaucoup au bronze. Bien sûr. Parce que les premières heures vont être importantes aussi, surtout s'il n'y a pas trop de safety car. Imaginons que ça soit une épreuve globalement sous drapeau condition verte, ouais. Les écarts que tu fais en première heure de course, deuxième, troisième heure, ça déroule, ça défile et c'est difficile de rattraper, quoi. Et c'était souvent comme ça à une époque où les premières heures, tu creuses et tu fais ton rythme et tu peux prendre un avantage qui est déjà très fort, quoi. Alors est-ce que certains vont prendre le risque ou le pari de mettre leur pilote soit moyen, soit le plus rapide pour prendre le départ et essayer de creuser un petit peu l'écart en se disant il y aura peut-être pas trop de safety car, trop risqué. Ouais, mais il y a quand même souvent, t'as quand même souvent ou un jaune local qui s'éternise ou un full coursiello en début de course. Tu penserais sur le LMS ou le WEC mais pas sur les 24 heures du Mans, quoi. En fait, je me dis que là, on a quand même un plateau avec 21 hypercars qui sont là pour en découdre. Oui. Et j'en démords pas. Pour moi, Spa-Francorchamps 2025, là qu'on a vécu, représente un point haut de l'intensité de la bataille en piste. Je dis pas que c'est la meilleure course qu'on connaisse depuis les hypercars. Je dis que par contre, pour moi, on a eu portière contre portière, des mecs qui passent dans l'herbe, des gens qui se dédoublent. Enfin, c'était fou en termes d'intensité de bataille, de keep the position, whatever it takes. Enfin, c'est pas des choses qu'on entend, quoi. Et donc, je pense que là, il va y avoir la consigne de les gars, vous avez rien à gagner au premier virage. Une course d'endurance, ça se gagne pas au premier virage, mais ça peut s'y perdre. C'est vrai. Oui, ça rentre dans une oreille, ça peut ressortir de l'autre pour certains pilotes. Parce que alors sur le principe c'est vrai, mais d'un autre côté la track position elle est tellement importante et puis
à un moment donné, bah, ça reste de la course et que tu Bah oui. n'acceptes pas non plus de lâcher et de te faire dépasser Non, facilement, quoi. on va pas passer au premier virage en gardant l'ordre de la grille. Enfin, ça se fait C'est pas, quoi, tu ridicule. vois. Bah oui. Donc, je pense qu'il va y avoir de l'animation dès les 2 premières heures de course Oh, qui va mener à des full course yellow et voilà. Donc, moi, je mettrais mon pilote le moins. Je mettrais le pilote qui veut bien en GT3, hein, si je gère une équipe. ouais. Je mettrais le pilote qui se sent de faire le départ parce que parfois, tu peux ne pas te sentir d'être dans ce field comme ça Ah, c'est de vrai. 24 voitures. Il faut quand même être d'accord. Donc, je prendrais un pilote qui veut bien le faire. Et si les 3 disent, bah, moi, je me sens de le faire, bah, je prends le moins bon. Ok. Autant griller ces heures-là, quoi. Ah ouais, c'est vrai. C'est ce qui est fait Bah, habituellement, voilà. j'allais dire. Oui. Mais je me posais la question à haute voix aux 24 heures. Est-ce que voilà, on peut tenter un petit pari Je sais que l'année, par exemple, 2023, chez Projet 24 Aston Martin, c'est Valentin Asclot qui avait pris le départ et non pas les frères Robin. Donc, Qui n'est pas forcément le plus lent, Valentin. ah oui, non, ça, c'est pas le plus lent. Non, mais tu vois, et donc, parce que j'imagine, là, pour le coup, que ni Arnold ni Maxime ne se sentaient peut-être Bah de oui. faire ce départ. Ah, mais clairement, enfin, moi, je me sentirais pas d'y aller. Je sais pas pourquoi à chaque fois je précise mon sentiment alors que je suis pas pilote. Non, mais vraiment, je me sentirais pas de le faire. Ça doit être dingue, ça doit être fou de prendre un départ des J'arrive 24 heures du même Mans. pas à imaginer. Parce que il y a grâce à vous, enfin le public, quoi, c'est juste Ouais. exceptionnel quand tu as des milliers de spectateurs de chaque côté. En plus, ça Ah résonne ouais. quand tu arrives dans cette ligne droite. Le cœur doit être à 100 à l'heure, hein. Je pense que ça doit vraiment être un des moments les plus forts à vivre, mais je pense que c'est en termes de stress un des pires aussi, quoi. C'est vrai. En piste, il faut vraiment être sûr de soi et justement pas se faire déborder par le spectacle. Enfin, tu sais, moi, Oui, par les émotions, finalement. j'ai plusieurs pilotes qui m'ont raconté que quand ils roulent en historique, je dirais pas de nom, mais quand ils roulent en historique, tu fais le Mans classique, et puis d'un seul coup, tu es dans ta voiture, et tu as une 917 Golf qui te double, ou tu as, je sais pas, une T70, et là tu te dis, mais waouh. En fait, ils redeviennent spectateurs, tu sais, ils Oui. se disent, en fait, je suis à la meilleure place pour vivre ça. Je suis Oui, dans et le du coup, film ils se Le Mans, et déconcentrent. puis hop là, ouais, attends, faut que je revienne, j'ai quand même une voiture à gérer, j'arrive à Mulsanne, tac, faut rentrer la vitesse. Et en fait, tu peux aussi, enfin, quand tu participes pour la première fois au Mans classique, je pense qu'il y a un truc qui doit être fou de voir les, Ouais. les tribunes qui sont pleines, les gens qui t'applaudissent, enfin, tu vois. Et même aux 24 heures du Mans, je pense que tu peux te faire déborder quand t'es pas habitué. Et même quand t'es habitué, je pense que c'est. Moi, j'ai une petite montée de pression, une petite montée d'adrénaline avant le départ. Ouais, c'est vrai. Alors que je suis en salle de presse et que j'écris des articles, tu vois. Moi, j'ai pas d'enjeu là-dessus. Je joue pas Non, ma non. carrière là, hein. Et je veux pas chercher une victoire. Donc, je pense que les pilotes qui sont casqués en combi dans la voiture, ça doit être chaud, Ouais, c'est vrai. C'est hein. vrai. Ouais. Assez intéressant de voir les choses comme ça, Donc, en on met effet. Rossi en tout cas sur la 46. On met le plus lent du coup. Oh là 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 là, voilà, ça y est, ça c'est fait. Euh, Non, je rigole. En plus, il est silver. En plus, c'est pas vrai parce que Ah je non, je pense que sais, c'est Ahmad c'est Alarty Ahmad qui est Al- un tout petit peu Je fais moins exprès véloce, ce que qui est cet normal. extrait va être isolé, et voilà. C'est comme ça. Bien sûr, on le sait, ça va être amplifié et déformé. Non, Valentino Rossi travaille bien et Ouais, a appliqué, ouais. priori, Ouais. Vincent Voss m'a dit que vraiment il prenait à cœur, c'est sa deuxième participation. L'année dernière, c'était compliqué Ouais. d'avaler cet abandon, évidemment. Une patte sont faites, ouais. Mais non, non, il fait les choses bien et on l'a vu à Imola, pas faire les choses bien parce qu'il a sorti Oui, c'est vrai. la Ferrari. Mais ce que je veux dire par là, on l'a vu à Imola sur le rythme. Ah oui, oui. Il était présent et ça peut le faire au Mans, hein. On rappelle qu'avec Jérôme Polican, qui est donc le patron de la Codis ASP, lui côté Lexus maintenant, mais ils avaient Ils ont gagné gagné leur course, une course de Road to Le Mans, hein. une des deux courses de Road to Le Mans en 23, du coup, ouais. C'est ça, où ils Exactement. avaient gagné la deuxième, que j'avais commenté, C'est vrai. évidemment. Ouais. Non, mais ouais, Valentino Rossi, c'était son plus gros point de travail. Le rythme, il avait un peu tendance à s'effondrer en fin de rythme, Ouais. en fin Ah, de il a relais. toujours un tout petit peu cette tendance, mais il s'effondre moins en tout cas. Oui, et surtout avant, il s'effondrait et surtout il faisait des erreurs. Oui, Ou il poussait les autres, ou il loupait. Enfin, donc voilà. Donc maintenant, il a moins ce problème de concentration. Je pense qu'il a lâché aussi un peu plus sur le côté aller chercher la perf. Tu sais, je le redis là parce qu'on l'avait déjà évoqué, mais peut-être que certains ne nous écoutaient pas à l'époque, vu que vous êtes de plus en plus nombreux maintenant. Mais il a toujours dit qu'il détestait la qualification en MotoGP. C'était pas un truc qu'il aimait, aller chercher la perfo sur un tour. Et donc là, je pense que c'est pareil, l'exercice, c'est pas son truc en GT3. bien sûr. Donc il se concentre plus sur le rythme de course. De toute façon, c'est là où il a intérêt à travailler, hein, Ben oui. clairement. Et là-dessus, ça s'améliore. Donc est-ce qu'il ira un jour en hypercar avec BMW ou pas? J'ai l'impression que c'est un peu moins dans les Ouais. tuyaux en ce moment. Je pense que là, il est en train de. Bah, il fait le taf, quoi. Non, Il et est. puis,
Il est dans le dur, enfin, au sens positif. Oui, quoi. oui, bien sûr. Voilà, il fait son travaille chemin, dur. quoi. Ouais. Mais je crois qu'il s'est rendu compte que Il y a un c'était step, pas hein. si facile que ça, Il y a un step. de rouler sur 4 roues. Alors je dis pas que s'il était en hypercar ça marcherait pas, parce que peut-être qu'il aurait ce déclic là où plus ça va vite, mieux c'est, parce que c'est vrai que André Lotterer nous disait qu'en GT c'était pas simple, hein, tu t'es jamais à 100% de la voiture, quoi, parce que, enfin en tout cas en termes d'efficacité. C'est vrai. Donc c'est une GT, ce que je veux dire, par rapport à une proto, c'est moins efficace sur les passages en courbe, par exemple, etc. Mais c'est normal, c'est pas du tout la même conception. Qu'est-ce que tu penses de cette Corvette de chez AWA Racing, qui vient donc des États-Unis, de Oui. l'IMSA, avec Fidani, Kern et Matt Bell, qui, je crois, ont gagné, si je dis pas de bêtises, les 24 heures de Daytona cette année. Ça peut faire quelque chose ou pas, cette Corvette invitée, j'allais dire, qui ne connaît pas le WEC? Et alors, très belle livrée. Ah oui. J'adore. Oh là là, la feuille d'érable, c'est génial. J'adore. Franchement, rouge, blanc. J'espère qu'ils vont avoir ces jantes blanches. Non. Ah là, Enfin, mais à la journée de pourquoi? test, en tout cas, non, c'était pas le cas, je crois. Mais je sais, mais pourquoi? C'est vrai que j'adore ça. Moi, je trouve ça très très beau. Qu'est-ce que j'en attends? Je sais pas trop. Corvette qui est pas jaune, c'est toujours bizarre, mais Oui, c'est vrai. je pense que ça peut faire quelque chose de bien. En fait, cette catégorie, elle est tellement Mais oui, c'est imprévisible. imprévisible par le nombre de marques. Les Ford Mustang, on peut en parler aussi. Je pense qu'ils seront pas si mal que Ah bah ça. oui, les- ils vont les pas être Ford. si mal. Ah bah clairement, ça va très vite. C'est impressionnant. En piste, les McLaren. Pourtant, c'est un peu une brique, hein, quand même, cette Ford. Mais ouais, mais Non, ou alors c'est moi qui ai une mauvaise image. Je sais pas. On m'a dit, non, mais elle est efficace, elle est belle. exactement, elle est efficace. C'est vraiment le mot. Ouais, je suis d'accord. Elle est pas. Encore que ça va. En vrai, Ben, proche, c'est vrai que c'est pas mal, en fait. À la télé, j'aime pas. c'est J'ai juste que c'est l'impression qu'elle est très en kit. gros. Ouais, c'est très massif quand même. Ah, quand tu la vois en vrai, c'est pas mal. Ce matin, j'ai vu le défilé des Ford Oui, qui parce qu'il y a une sont course de support 100% voilà, Ford. Ouais. exceptionnels. C'est Mais Ford c'est Mustang. ouais, franchement, c'est pas mal. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est bien. Mais genre, je reste persuadé qu'à la télé, c'est pas beau et que ça, on dirait une brique. Je crois Mais qu'il y a eu des mèmes l'année dernière sur Twitter, tu sais, un peu comme à l'époque de la BM M8 GTE, ah oui, où des mecs ont grossi la Mustang par rapport aux autres. Non, mais c'est vrai qu'elle est. Moi, j'ai fait 2-3 photos où elle est derrière des LMP2. Et ouais, vraiment, c'est elle impressionnant, quoi. dépasse. Ah bah non, mais ça occupe tout l'espace derrière, quoi. C'est vrai que ça remplit les rétros, comme on dit, quoi. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, je pense que ça va être rapide quand même. Euh, Moi, je mettrais bien une petite pièce sur la 77. S'il faut mettre une pièce sur une des Oui. Ford, Oui. avec Souza, Tuck et Barker, Ok. ça peut le faire. C'est pas l'équipage que l'on attend peut-être le plus, mais en tout cas, je les vois bien. Ouais, de toute façon, et puis il n'y a pas un équipage qui ressort vraiment Bah où non. tu te dis, là Alors, on on a dit peut-être une bêtise, mais il n'y a pas l'équipage qui va dire, waouh, ouais, eux, ils sont taquet. C'est normal, hein. Vu les critères qui sont imposés en GT3, où tu peux Ouais. pas avoir, on n'est pas en GTE Pro, on peut pas avoir un équipage full platinum, donc c'est assez logique. Non, je suis Peut-être surpris que tu me cites pas. Allez, un Je suis Ben sûr- Keating, Ouais. Johnny Edgar, Danny Juncadella, peut-être, si la voiture peut être en forme, la 33. Et je suis surpris que tu me cites pas l'équipage de la 10 avec l'Aston Martin, Debourg, Asclo et Barrichello. Mais je pense que Derek Debord, il est moins dedans là en ce moment, donc Ah c'est ouais? pour ça que je le cite pas, parce que Valentin Asclo et Eduardo Barrichello, c'est Parce c'est qu'en rapide, en quoi. ELMS, c'était quand même souvent devant. Oui, on est LMS. Ah, En WEC. c'est pas le LMS là? On n'est pas en train de faire les 4 heures du Red Bull Ring là? Ah, non. pardon, Ah, pardon. on n'y était pas. Ah, c'était pas les 4 heures de la Sarthe sur le circuit Bugatti? Ah ouais, non. Sur le Bugatti, moi j'adorerais, hein. Ça, Ah je oui, l'ai tu déjà étais dit, hein. client? Ah ouais, une course d'endurance sur un 1000 km du Bugatti. Retour aux quand, sources. quand vous voulez. Comme Je en traverse 2003. la France pour y assister. Ah, c'est bon vraiment, ça. ouais. Vous l'aurez entendu ici, mesdames et messieurs. Mais si, je pourrais te citer cet équipage-là chez Aston. Non, voilà, je trouve qu'en LMGT3, justement, ça va être plus au fil de l'eau, j'allais dire, et selon les différentes problématiques de drapeau jaune et d'interruption, quoi. Et H d'or aussi, hein, le LMGT3. Peut-être qu'on aura ce qu'on est en train de vivre avec l'hypercar cette année, on l'aura en GT3 l'année prochaine, quand les Mercedes seront peut-être un peu plus dans le rythme, etc. Mais on est quand même. Alors, je sais que je vais être repris, il y en a qui vont me dire H d'or du GT3, c'est une catégorie au Mans, alors qu'en face, tu as les 24 heures de Spa-Francorchamps. Je sais, évidemment, les 24 heures de Spa restent incontournables en GT3, mais c'est du monocatégorie. Là, je parle des 24 heures du Mans, je pense qu'on est déjà sur un niveau très très élevé, alors que c'est que la deuxième année, quoi. Évidemment, la plus grande course d'endurance de GT3, c'est Spa, je sais, mais bon. Et le SP9, c'est le Nürburgring, mais...
Mais là, déjà, je trouve que ça va être une belle édition à suivre. Ouais. Là, je suis incapable, pareil, c'est comme le P2, je suis incapable de faire un pari. Je vais certainement pas m'engager en disant voilà pourquoi une Ford Mustang va gagner. Le seul truc que je peux vous Si, garantir, c'est qu'une Lexus. Oreca 07 va gagner en P2. Ah, Ça, c'est sûr. attends, quoi? Une Oreca 07 va gagner en LMP2. Ah, pardon, j'ai cru que c'était la numéro 7. Je me dis quoi? Mais il n'y en a pas de Non, numéro non. 7 en LMP2, donc Non, comme mais ça, tu vois, moi, c'est bon. je serais prêt à prendre des paris. Je peux prendre un pari sur. Bah, on peut conclure là-dessus, mais au général, moi, je vois la Ferrari 83. Non, c'est vrai? Attends, je réfléchis quand Ah, même. c'est pas mal. Je réfléchis Ah, quand j'aime même. bien. Ouais, je vois la Ferrari. Putain, je suis en train Ben, de c'est le m'engager lièvre. sur. La 83, c'est toujours le lièvre. Donc en fait, ils vont partir. Ah oui, Et puis mais ils vont peut-être que ça partir. peut faire comme en Oui. 66. Ils vont pas être Ou rattrapés. 67, pardon. La Ford qui était lièvre, eh ben, elle est arrivée en tête. En fait, de toute façon, j'ai envie de jouer des grosses cotes. Donc, c'est ou la 83, ou la 36, ou la D'accord. 15. Ah ouais. Je joue. Alors, c'est pas mon trio dans l'ordre. Hein. C'est juste, je dis, c'est une de ces trois-là qui gagne. Ah, c'est fort ça. Ok. Bien Bon, sûr que alors c'est moi, je fort. vais faire plus classique, évidemment, parce que je vais te dire que. Henry Ford. Non, quoi? Non, vas-y. J'aimerais bien que. Enfin, j'aimerais bien, j'en sais rien. D'ailleurs, si j'aimerais bien, mais je vois bien la Toyota numéro 7 avec la livrée rétro, justement, qui rend hommage à 98, s'imposer. Je pense que si on suit une logique, ça peut être quand même une Toyota qui l'emporte dans cette Les édition. 40 ans de Toyota au Mans. Une livrée qui pouvait Voilà, gagner à l'histoire. l'époque, qui Bien sûr. rattraperait l'histoire. Ok, ouais. Voilà. Après, si tu veux de la grosse cote, moi je dirais bien la Cadillac 12. Cadillac Avec 12. ouais, Oui, Will ça, c'est de la Stevens, cote, oui. Norman Nato et Alex Lynn, parce que Cadillac, je pense, va être dans le rythme. J'aime bien l'autre Cadillac aussi, quand même. Hein. Oh, comment ça, t'aimes bien l'autre Cadillac? Tu vas pas me dire que t'aimes bien avec Jenson Button? J'aurais rien contre. Hein. Ah bon? En vrai, super histoire aussi. Jenson Button qui gagne le Si Mans, tu le ça fais serait rouler énorme. 2 heures, c'est vrai que ça peut le faire. Non, mais vraiment, Jenson Button qui gagne le Mans, ça serait quand même, Oh là là, ça arrête. serait quand même assez énorme. Moi, c'est surtout Sébastien Bourdet qui Ah pourrait bah gagner non, le mais Mans. évidemment, je dis ça pour lui. Et puis Earl Bamber, il en remettrait une autre, ça serait pas Oui, plus voilà, mal. il a déjà fait la Oh, mais surprise enfin en bon, il peut en 2015. avoir une autre. Hein. Et 10 ans plus tard. Bah oui. Bah, Pas mal. tu sais, j'aime bien moi les stats comme ça. Je suis déjà Ah en oui. train de réfléchir à l'article de résumé de la course. Ah oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui pourrait être. Oh, j'aimerais bien quand même, évidemment, voir une victoire française. Ça serait quand même pas mal. Ouais. Je pense qu'on part de loin, mais pour la victoire, j'entends. Mhm. Mais c'est vrai qu'une victoire de l'Alpine, alors je sais pas, j'ai pas trop de préférence entre la 35 et la 36. Je connais les deux ingés des deux voitures et je me dis que les deux mériteraient. Donc Avec deux Français à chaque fois sur chaque oui, voiture. ça au moins c'est bon. Ça sera une Alpine avec deux Français qui va bien performer. Oui, tu m'étonnes, les deux ont deux Français. J'adorerais, vraiment, j'adorerais. Bah, mais si Mick Schumacher gagne, je pense à lui parce que j'en choisis un dans les 6 là. Oui. Mais... Oh, le symbole, il serait fou quoi. Ah là, Le Mans. Prends une autre ampleur. Hein. Ouais, enfin, ça fait partie des. Ça va pas apporter quelque chose en plus au Mans. Je veux dire, l'épreuve, la course quand même en elle-même a déjà cette aura, mais Mick Schumacher gagne Le Mans, je trouve que ça serait classe. Ouais, c'est vrai. Non, mais réaliste. De façon réaliste, j'allais dire, Oui. voilà, Toyota pourrait s'imposer. Je sais pas si c'est la 7 ou la 8, mais bon, peut-être la 7 avec la livrée rétro, pourquoi pas. Mais je retiens tes grosses cotes, justement. Et T'as pourquoi compris pas. mon personnage, hein, je fais exprès de. Bah, bien sûr. Mais Évidemment. non, mais en vrai, Mais attends, en vrai, victoire j'y d'un crois, Guy hein. Fayet au Ouais. général, J'adorerais aussi. bah, je prends aussi. Ah ouais, clairement. Un Chinois qui gagne, Robert Kubica, l'histoire de fou, qui Bien a sûr. jamais réussi à rouler pour Ferrari en Formule 1, qui gagnerait Le Mans. T'imagines le Ah, truc? mais carrément. Donc moi je signe dès demain hein, pour ça. Non alors oui pardon j'ai pas voulu faire la blague. Bon, ok ça c'est fait. On coupera au montage tu biperas. Ok. Mais c'est vrai non j'aimerais beaucoup pour Robert pour Kubica donc pour Guy Fayet et puis pour Phil Hanson mine de rien hein, depuis tout l'apport qu'il a donné à United et qu'il apporte aussi à Ferrari. T'es est sur une important. victoire aussi qui serait dingue en termes d'internationalisation. Un pilote anglais, Phil Hanson, mais un pilote chinois qui s'imposerait au Mans Mais et oui. un pilote polonais. Enfin, c'est juste. C'est bien aussi. Enfin, moi, Pourquoi pas. j'adorerais ça. Ouais. Bon, LMP2, j'ai compris que c'était plus difficile. On va quand même peut-être pas faire la passe de 3 pour Hidek Genesis Magma Racing quand même. Tu vois André Lotterer gagner en LMP2 après avoir gagné au général? Un peu à la manière d'un Nico Lapierre qui avait plein de fois gagné en LMP2 justement après être passé chez Toyota. J'aimerais bien, je suis pas sûr. Et une victoire d'une femme. Tiens d'ailleurs, si André s'impose, Jamie Chadwick pourrait s'imposer aussi. J'aimerais bien, mais j'en suis pas certain. Ouais. Je
Je pense que ça peut jouer entre Cool Racing, enfin CLX, pardon, et Ouais. Inter-Europol. Ah, intéressant. Ce serait une deuxième victoire pour Inter-Europol, avec notamment un Français, Tom Tom Dillman, Dillman, qui ouais. est dans l'équipage avec Niki Eloli et Jakub Smikowski. Ça les réinstallerait un peu, tu vois, genre ils regagnent, genre ok, là vraiment on l'a gagné une fois. Ouais. Truc un peu contesté, tu sais, elle était sous investigation, la voiture, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils n'avaient pas le même rapport de boîte, machin et tout. Là, ils regagnent, genre, qu'est-ce qu'il y a, quoi? C'est bon, voilà, vous voyez, Ah, ok, ok. on est bon, quoi. Ah, c'est pas mal. Parce que dans l'autre voiture, c'est en Pro-Am, hein, c'est JB Ziemenauer, Mm. Luca Giotto et Nick Bull qui, lui, a gagné Son son invitation, entrée ouais. grâce à son titre l'année dernière avec Mhm. justement Tom Dillman. Ah, moi, je me dis qu'en LMP2, une petite victoire de VDS Panis Racing serait pas mal. Ah, j'aimerais bien aussi, ouais. Voilà, donc bon, les paris sont ouverts, on va dire. C'est vrai que c'est difficile de se prononcer. Et puis donc en LMGT3, bon, j'ai bien compris que tu... Toi, tu mises sur la 77, Ford Mustang? Je sais pas si je mise sur elle, mais en tout cas, si Ford s'impose, ça serait pour moi avec cette 77. C'est très difficile hein, de prendre des paris, franchement. Je- et si McLaren gagnait après 95, 30 ans plus tard, Moi, les 24 heures? j'ai envie de te dire mes trois favoris. Enfin, non, j'ai pas de favoris, j'en sais rien, en fait. Je m'emporte sur un truc. J'ai pas envie de prendre. Ça serait beau que McLaren gagne, effectivement, 30 ans après. En plus, là, elles sont en couleur orange, papaya, exactement comme en F1. J'aime bien la passerelle qui est faite. Oui, J'adorerais que ce soit les Iron Dames qui gagnent pour plein de raisons, comme on l'a dit, et ça mettrait encore plus en lumière cette aventure qui est déjà bien mise en lumière, mais j'adorerais. ouais. Si c'est Lexus, ça me ferait plaisir aussi de voir José María Lopez qui gagne. Après avoir gagné au général, gagné en GT3, il ne restera plus que le P2 et voilà. C'est vrai, pourquoi pas? On va le retrouver en LMP2. Ah bah je pense que s'il fait ça, s'il gagne le GT3, je pense qu'il se chauffe pour gagner en P2. Et alors, d'ailleurs, il y a une stat folle. Je crois que Bruno Senna est le seul pilote en WEC, j'y pense là maintenant, à avoir gagné dans toutes les catégories qui existent. Il a gagné avec Aston Martin en GTE, c'est Ouais. ça. Pas forcément au Mans, mais Non, il a non, non, ouais, gagné ouais. en WEC, je veux dire. Il a En... gagné avec en Rebellion. P2 Rébellion et en P1 aussi du coup. Voilà. Hmm. Et il a gagné que ce soit en GT. C'était avec Aston Martin, il roulait à l'époque. Ouais, et il a pas gagné en GT AM aussi. Si, ouais. Oui, Il a... En pro et en AM. Je crois qu'il a gagné dans toutes les catégories, dans toutes les itérations. Donc voilà, c'est la petite statistique. C'est le seul dans l'histoire du WEC à avoir fait ça. Est-ce que José María Lopez pourrait. Bon, il n'y en a qu'une pour l'instant. Oui, non, mais d'accord, mais enfin bon, il est sur la bonne voie. Ouais. Ouais, non, mais il essaie, en tout cas, j'aime bien. Donc voilà, moi je dis McLaren, Ford et Lexus. Et Dans McLaren mon top. qui gagnerait 30 ans plus tard avec Ouais, un ça grand serait marshal qui est Yannick Dalmas, pas mal. bien. Ouais, ça serait bien, ça serait bon, ça va aussi. Ouais. Ouais. Ah, on aime bien, hein, on est en train de penser au gros titre. Bon voilà, en tout cas on est parti sur un petit peu de spéculation bien sûr. Je vais faire une grosse bise à Vanina X également, parce que malheureusement elle a été un petit peu ennuyée au niveau de la santé récemment et qu'elle ne peut pas participer à l'épreuve de Michelin Le Mans Cup et de Road to Le Mans. Ouais. Donc c'est dommage, forfait de la Iron Dames du coup. La voiture donc engagée dans cette catégorie, la Porsche. Donc pas de Marta Garcia non plus au Mans, elle aurait pu C'est vrai. découvrir et préparer le terrain et l'avenir justement avec les Iron Dames. Donc voilà, j'en profite pour lui faire un petit coucou et lui souhaiter prompt rétablissement. Et puis j'espère qu'on va se régaler pendant 24 heures quoi. Oh, c'est le programme, hein. Franchement, là on a donné la liste on a donné les ingrédients, maintenant il n'y a plus qu'à Catouiller. s'y mettre, quoi. Ouais. Il n'y a plus qu'à suivre la recette, on la connaît, normalement, ça va le faire. Ouais, Le Mans choisit son vainqueur de toute façon. Ouais, j'aime pas trop cette phrase, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je savais, c'est pour ça que je te dis ça. En 62 voitures, 24 en LMGT3, 17 en LMP2 et 21 en hypercar. Voilà un petit peu Le menu. les ingrédients, le menu, voilà pour cette 93e édition. J'espère qu'on aura été aussi complet que possible. On n'est pas revenu en détail sur tous les engagés, mais voilà, on aura quand même essayé de balayer C'est pour pas mal. présenter, balayer large en tout cas pour présenter cette belle édition que l'on espère donc peut-être pas trop marquée par la pluie cette année. Voilà. On évite la pluie, pas de drama, pas de safety car à rallonge, pas d'accident où on a peur pour voilà, une belle édition et Oh, des petites sorties de piste quand même, voilà. ah mais évidemment, il va y en Ah avoir. oui, quand même. Ouais. Ah bah histoire de pour les bêtisiers, non, j'aime pas trop non plus. Voilà, faut pas que ça soit des crashs trop importants. Voilà, c'est. Ah bah oui, mais bon, voilà, il faut du spectacle aussi, Ah hein. bah oui. Alors, non mais franchement, on aura ce qu'il faut et on espère qu'il n'y ait pas trop de pénalités non plus parce que c'est vrai que ça avait un petit peu modifié quelques résultats Tu sais qu'à en WEC. la journée test, il y a eu quasiment, enfin, je crois que c'était 57 voitures sur les 62 qui Ah ont eu oui, des tours annulé pour les annulés limites de pour track piste. limit. Ouais. Après, c'est Waouh. la journée test, donc on teste. On teste les limites. On teste les Et limites. je crois Ouais. que c'est 57 sur 62.
Ah oui, c'est pas mal. Propre, On veut savoir les 5 qui sont restés dans les limites de hein. Ouais, piste. ça. Ça m'intrigue. Peut-être justement ceux qui cachaient un peu leur jeu à pas prendre trop de Peut-être, ouais. vibreurs. Non, c'est ça. Et ben les 4 Cadillac du coup n'ont pas eu. On va voir, mais c'est vrai que ça va être assez intéressant à suivre. Bon bah merci beaucoup Geoffroy. On fait pas c'est quoi son actu non plus, hein, Non, évidemment. on y est, on y est. On y est, hein, on est dans l'actu. Ouais. Même moi, je voulais sortir un épisode sur Henri Pescarolo, la Oh, suite. non, mais là, Mais non, mais si, je voulais le faire et puis malheureusement dans Trajectoire, eh ben ça attendra un petit peu. Mais là, ça commence à se bousculer parce que j'en enregistre des épisodes, mais je les sors pas. Donc il y a embouteillage, mesdames et messieurs. Bon, j'espère que comme pour Endurance Club, vous allez voilà continuer de rester fidèle à Trajectoire. Et voilà, c'est ça mon actu, c'est de réfléchir aux prochains profils ouais. qui peuvent intervenir. C'est pas mal. Bon, bah écoutez, voilà, on se souhaite une bonne course. Et puis, n'hésitez pas, vous aussi, à donner vos pronostics. Ah oui. Parce que donc, on est sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, vous tapez Endurance Club. Si vous voulez vous abonner, je sais pas, sur une autre plateforme que vous utilisez, normalement, on est diffusé un peu partout Ouais, où je ça pense, se hein. diffuse, même sur Amazon Music. Oh, Tu vois, bien. voilà. Je n'y suis jamais allé. Et il y a aussi évidemment YouTube qui nous pousse pas mal parce que YouTube a quand même une puissance assez C'est folle. vrai. Donc, et surtout, on peut laisser des commentaires, mettre un like, partager facilement. Donc voilà. Et puis il y a d'autres gens qui font des podcasts aussi sur l'endurance. On n'est pas tout seul. Donc il y a un peu une synergie comme ça qui est Ouais, c'est créée. vrai. Si vous regardez, si vous suivez d'autres podcasts, peut-être que nous on est en suggestion ou l'inverse. Donc voilà. Si vous êtes utilisateur YouTube, vous pouvez aussi nous suivre là-bas, vous abonner. On va bientôt passer le cap des 500 abonnés normalement, donc c'est un premier cap sur YouTube, tu vois. Donc voilà, bref, n'hésitez pas et mettez vos favoris, vos pronostics en commentaire. Ah, nous, on veut ça, effectivement. On veut de l'échange dans la bienveillance, évidemment, mais et dans le respect surtout de chacun et de chaque opinion, parce que voilà, on a tous des opinions différentes. On s'est livré à un petit pari rapide, mais c'est très difficile encore une fois, parce que je le répète, si vous n'étiez pas avec nous au début de l'émission, bah si quand même, parce que c'est pas un live, mais admettons que vous ayez malencontreusement cliqué sur la 38e minute. T'imagines le truc, les gens n'écoutent que à partir de la 38e minute. Non, mais en tout cas, voilà, on l'enregistre cet épisode avant Ah oui, oui. qu'il y ait eu du roulage, donc c'est pour ça un petit peu qu'on est Que dans tout le est flou. faux, que tout est faux, c'est ça. Non, mais non, pas tout est faux. Non, on s'est pas complètement trompé non plus, mais ça n'en prendra, comme tu disais, que plus de valeur. Bon, merci beaucoup en tout cas. Bonne 24 heures, j'allais dire. Et puis on se retrouve pour un débrief. Ah bah bien sûr, puisque c'est toutes les semaines maintenant. Ça sera plus tous les jours ou tous les 2 jours. Merci. Ça sera toutes les semaines pour le débrief des 24 heures du Mans, la 93e édition. Ça va être, bah ouais, je pense vraiment une édition dont on va se souvenir, cette édition 2025. Merci Geoffroy, merci à vous toutes et tous. Et on se retrouve donc d'ici peu après cette épreuve qui nous aura fait vibrer, j'en suis sûr. Salut à tous!